première émission en direct des premières rencontres ufologiques européennes à Châlons en Champagne. Autant vous dire qu'aujourd'hui c'est l'installation véritablement, c'est la découverte et aussi la rencontre entre tous ceux qui d'habitude agissent sur Internet ou via leur magazine avec ceux qui les lisent ou qui les écoutent. Et c'est vrai que c'est assez étonnant ces rencontres. On va en parler pour débuter cette émission, de la sensation de ceux qui découvrent tous ces auditeurs ou ces lecteurs. Donc ça fait de drôles de rencontres. Alors pour cette première émission en direct de Châlons-en-Champagne, nous avons décidé de réaliser une émission dite généraliste, sans que ce soit péjoratif évidemment, une émission pour tous ceux qui ne connaissent pas bien le phénomène OVNI et qui vont le découvrir durant ces 3 jours sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant. Pour parler de ce genre de sujet, il fallait des personnes ayant une culture générale ufologique assez importante. Voilà pourquoi nous avons invité sur notre antenne Joël Ménard. Joël Ménard qui donc dirige Lumière dans la nuit, nous en parlera dans quelques instants. Il nous en parlera dans quelques instants, le temps qu'il revienne. Et donc il nous parlera de Lumière dans la nuit. Nous sommes aussi avec Roch Sahuker. Roch Sahuker qui est lui le fondateur du magazine Top Secret. Bonsoir. Bonsoir Roch, et merci d'être avec nous. Je sais que tu es très fatigué, donc tu vas pas rester très longtemps. Mais on est tous très fatigués, je crois, parce que j'ai pas le droit de le dire, moi, c'est interdit voilà, ça. Oui, mais moi c'est le privilège des invités. Donc il y a eu toute la mise en place aujourd'hui, des stands, etc. depuis cette nuit, mais enfin, ça fait 1 an qu'on en parle. Et le salon, il existe, les gens sont venus aujourd'hui. On attend encore plus de monde demain et après-demain. Et on va reparler de ton magazine dans quelques instants, Roch. Nous sommes aussi avec Jean-Pierre Troadec. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Pierre, toi tu es intervenu sur notre antenne pour justement relater un article paru dans Top Secret sur les Skull and Bones. Tu es journaliste économique. Alors je suis journaliste économique, mais également ufologue depuis, si j'ose dire, une 30aine d'années. Ça fait beaucoup de temps. Et puis j'anime depuis Lyon une association de recherche sur les ovnis qui s'appelle OVNI Investigation, association qui possède un site internet sur lequel nous publions régulièrement des informations. Et puis nous avons publié tout récemment un ouvrage, un livre, OVNI le mystère subsiste, que j'ai publié avec 3 de mes amis de l'association. Et dans ce livre, effectivement, nous relatons un certain nombre d'enquêtes, puisque ma vision de l'ufologie, c'est avant tout une vision de terrain, c'est-à-dire que l'ufologie s'appréhende en allant enquêter sur le terrain et en rencontrant effectivement un certain nombre de gens qui ont vu quelque chose. Et puis, effectivement, depuis quelque temps, je collabore auprès de Top Secret avec Roch qui est ici présent, ce qui nous permet d'étendre un peu notre information, puisque l'intérêt quand on fait des enquêtes, c'est quand même de les diffuser, notamment dans les magazines. Et je tiens encore une fois à remercier Top Secret et Roch Sahuker pour nous avoir ouvert ces colonnes, c'est apprécié, et à titre amical, on est très sensible à tout ça. Roch qui tient ce magazine à bout de bras. On sait quelle difficulté cela représente de tenir un magasin comme celui-là, surtout quand on est tout seul pour le faire. Oui, c'est surtout, oui, c'est pas facile. Il faut être persévérant, il faut être régulier, il faut avoir la santé. Il est mieux diffusé qu'auparavant. Est-ce que tu as moins de difficultés avec les... Oui, il est mieux diffusé, sans doute, parce que les marchands de journaux le connaissent maintenant. Donc les lecteurs savent où le trouver également. Donc on le trouve facilement. On en reparlera après, notamment du dernier numéro et des numéros à venir. Je suis pas particulièrement venu pour parler de Top Secret. Ouais. J'ai envie d'en parler en début d'émission parce que Top Secret est un des partenaires justement de ces rencontres ufologiques. Et puis il y a un rapport d'amitié aussi entre Top Secret et la radio Ici Maintenant. On a fait de nombreuses émissions, notamment avec Jean-Marc Roder qui n'est pas là. Et c'est ce que je tenais à dire aussi. C'est un de mes regrets du salon, c'est l'absence de Jean-Marc. Alors nous aurons Jean-Marc Roder au téléphone et à l'antenne durant le week-end. Formidable. Et il nous expliquera pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu. Nous sommes avec Joël Ménard. Bonjour Joël. Bonjour. On se dit bonjour, on s'est vu toute la journée, on s'est tous croisés toute la journée. Joël, fondateur de Lumière dans la nuit. Ah non. Non, le fondateur c'est Raymond Vellit qui a fondé Lumière dans la nuit en février 58. Je n'ai fait que prendre la relève en septembre 88. Et depuis, pas de vacances? Ah non, vraiment pas. Tout sauf des vacances.
Alors, Lumière dans la nuit, ça paraît quand? On peut se le procurer comment? Alors, Lumière dans la nuit, c'est une revue qui traite du phénomène OVNI, des observations d'OVNI, disons. Hein. Ça ne fournit pas la réponse à toutes les grandes questions, ça ne dit pas d'où ça vient, comment ça marche, ni ce que ça veut, pour la simple raison que nous l'ignorons, et je crois pour longtemps. Ça apparaît à peu près 5 fois par an, et on peut se le procurer en s'abonnant. À une adresse que tu as en tête, qu'on va... À une adresse dont je crois me souvenir, oui, c'est alors Lumière dans la nuit au pluriel, les lumières, ou LDLN en abrégé, boîte postale 3, 86 800, Saint-Julien-Lars, L'A-R-S. Joël et tous ceux qui sont autour de cette table, Jean-Pierre Troadec et Roxane Hucker, on va faire un tour d'horizon de l'ufologie pour ceux qui ne connaissent pas. Mais avant cela, vos réactions après cette première journée, vous rencontrez véritablement ceux qui s'intéressent au sujet et qui lisent vos articles ou qui vous écoutent lors des différentes émissions. Quelles sont vos premières impressions? Qui veut commencer? Joël? Oui, mes impressions, c'est qu'il y a manifestement beaucoup de gens qui s'intéressent au phénomène et qui aimeraient comprendre un peu quelle est la situation. J'avoue que c'est assez réconfortant de voir qu'il y a des gens qui sont pas insensibles à cette réalité-là. C'est réconfortant parce qu'il y a par ailleurs quantité de choses qui nous disent qu'au contraire tout le monde s'en fout éperdument. Le sujet est ignoré, maltraité, méprisé, donc c'est plutôt agréable de voir que des gens s'intéressent à la question et cherchent à savoir un petit peu ce qui se passe. De par les questions qui t'ont été posées aujourd'hui sur le stand de Lumière dans la nuit, est-ce que tu as l'impression que tes articles vont dans le bon sens et dans l'attente de tes lecteurs? Est-ce que... Ah, j'espère que oui, ça je pourrais pas en jurer. Mais en tout cas, ils vont dans le seul que je conçoive, hein, c'est-à-dire écouter ce que disent les témoins, mettre de l'ordre dans tout ça, et essayer de voir quelle est la situation, sans idée a priori. C'est la seule orientation que je puisse concevoir. Ce que je veux dire par là, c'est avais-tu plus de questions techniques ou des questions sur l'histoire qui vont rencontrer toutes ces personnes justement à Châlons? Ça va te permettre aussi de peut-être mieux ressentir ceux qui lisent Lumière dans la nuit. Oui, parce que j'ai eu l'occasion tout à l'heure de parler à quelques abonnés qui étaient de passage. Cela dit, pour moi, il y a une question unique, c'est que vivent les gens qui ont des expériences de type OVNI. Je ne parle pas de la personne qui voit un OVNI dans le lointain en promenant son chien pendant la pause de pub le soir. Je parle des gens qui ont des expériences rapprochées. Non pas que les autres soient pas intéressants d'ailleurs, hein, de voir passer un petit OVNI dans le lointain, c'est très bien. Mais il y a des gens qui vivent des expériences rapprochées, particulièrement traumatisantes pour certains d'entre eux. Et pour moi, la seule et unique question, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Que vivent-ils? Qu'est-ce que ça veut? Les réponses ne tombent pas toutes seules, mais par contre, on peut essayer d'en savoir plus en écoutant précisément ce que disent les témoins. Je vais poser exactement les mêmes questions à Roch. Première réaction après avoir rencontré évidemment une infime partie, mais du public de Top Secret, en tout cas ceux qui se sont déplacés aux rencontres de Châlons-en-Champagne. C'est un peu particulier. En plus, moi, je reviens ici dans la région parisienne, donc je retrouve aussi certains lecteurs qui étaient des amis. Qui étaient devenus des amis au tout début de Top Secret, donc c'est sympa de retrouver ses amis. Globalement, c'est plutôt agréable. Ça fait du bien parfois d'avoir des compliments, etc. Et puis de mettre aussi parfois un visage sur des personnes qu'on a eues au téléphone, etc. Voilà, distribution d'eau pour tout le monde. Jean-Pierre Troadec, oui. OVNI Investigation porte bien son nom. Et est-ce que vous pensez que c'est au sein de OVNI Investigation que ces rencontres ufologiques de Châlons-en-Champagne vont vous permettre de récupérer des témoignages et ainsi d'avancer encore un peu plus? Alors je dois dire que moi je suis effectivement très heureux d'être
ici présents participaient à ces rencontres, puisqu'il se trouve que ça faisait une dizaine d'années qu'il n'y avait plus rien eu d'organisé à cette échelle-là en France. Et la dernière fois, j'en étais le co-auteur, puisque les dernières rencontres, qui s'intitulaient aussi Rencontres européennes, se sont passées à Lyon, c'était il y a 10 ans. Et sur ces rencontres qu'on a organisées durant 8 ans, nous avons eu effectivement des ufologues qui sont venus des États-Unis, du Canada, de Roumanie, de Russie, de Chine. Et depuis 10 ans, c'était le calme plat, puisque ça demande énormément d'énergie que de mettre ceci sur pied. Donc, il faut rendre hommage à Alain Blanchard et Gérard Lebas, qui sont les co-organisateurs de ces rencontres. Et ça permet effectivement de voir que, bien que certains, et Joël Ménard l'a un peu dit, disent que le phénomène ovni et que l'ufologie sont en perdition, c'est faux, puisque effectivement dans cette première journée on a un public, on va dire, très spécialisé, beaucoup d'ufologues. Moi j'ai retrouvé beaucoup d'amis que je n'avais pas revus depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis sur le week-end qui s'ouvre samedi et dimanche, je pense que nous aurons beaucoup de visiteurs, et c'est une occasion effectivement pour le journaliste que je suis et pour l'ufologue que je suis également, de rencontrer effectivement des gens qui, souvent, entre deux conférences ou entre deux stands parmi les allées du salon, racontent une histoire, j'ai vu telle chose, j'ai vécu telle expérience. Donc c'est vrai, pour un enquêteur, ça permet de nouer des contacts et continuer à amasser de l'information. Alors ça, c'est un peu la marotte des ufologues, c'est d'amasser de l'information, mais que nous essayons de gérer ensuite au sein de nos structures telles qu'OVNI Investigation. Mais là, tu nous laisses entendre que l'amitié existe encore dans le milieu ufologique. C'est quand même une découverte. En tout cas, en ce qui me concerne, l'amitié existe. Il y a des amis récents, et puis comme Roch, que je suis très heureux de retrouver ici. Et puis il y a des amis plus anciens, parce qu'effectivement, moi je suis quelqu'un de très consensuel. Alors ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui n'émet pas d'opinion, bien au contraire, mais je pense que le sujet OVNI est un sujet tellement marginal aux yeux des autorités, aux yeux des médias, aux yeux des institutions, qu'il faut effectivement essayer d'être consensuel entre les gens qui s'occupent de ces questions-là. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai jamais eu de problème pour lier des amitiés avec les différentes tendances, parce que je pense que globalement, ce qui nous rapproche, c'est de s'intéresser à cette question. Alors après, il y a des gens qui ont une vision très socio-psychologique, très extraterrestre de la question, peu importe, le phénomène existe, et je crois que de s'y intéresser, ça permet de tisser des liens. Et effectivement, dans le milieu de l'ufologie, je prétends que j'ai des amis, effectivement. Oui, Roch. D'ailleurs, au passage, ça me fait penser à une chose. C'est aussi intéressant de rencontrer des non-lecteurs ou des lecteurs sceptiques avec lesquels on peut échanger des idées. Des fois, ça engage des conversations animées, et on échange des idées. Ça apporte de nouvelles questions et tout. Je trouve ça assez sympathique aussi. Donc, il n'y a pas que les lecteurs qui sont satisfaits. Il y a aussi les autres qui vont avoir plein de critiques. Donc dialoguer avec les sceptiques. Absolument. Pour peu qu'il y en ait à Châlons-en-Champagne. Il y en a quelques-uns. Et c'est assez intéressant de communiquer avec eux, je trouve. D'accord. Très bien, merci pour cette parenthèse qui n'est pas vraiment fermée. Alors l'émission d'aujourd'hui porte sur l'ufologie en général, et c'est pour ça que je suis ravi de vous avoir tous les trois autour de la table. Vous connaissez les bouquins comme Windows pour les nuls, par exemple, c'est-à-dire qu'on a le matériel, mais on est paumé devant. C'est un peu ça. À Châlons-en-Champagne, on sait qu'il y a matière avec tous les spécialistes qui sont réunis, mais on peut être paumé à l'intérieur. Donc cette première émission en direct va permettre à tous ceux qui ne connaissent pas le sujet de l'ufologie de mieux l'appréhender. Si vous deviez, je ne sais pas lequel de vous trois va commencer, mais si vous deviez choisir une entrée en matière pour un ami qui est derrière le poste et qui est en train de vous écouter, pour lui faire prendre connaissance du phénomène OVNI, vous choisiriez quoi? Moi, je dirais, pour commencer, je dirais, il y a un truc qui est assez génial dans l'ufologie, c'est que ça touche à de nombreux domaines assez pointus, assez sensibles. Ça touche au social, à la politique, au militaire et au religieux. Alors pour se faire des ennemis, ou pour choquer, ou pour aller loin dans les discussions, on n'a que l'embarras du choix. Voilà, c'est ce que je commencerai par dire. Donc à partir de là-dedans, après on peut piocher dans ces différents sujets. À chaque fois, évidemment, à chaque fois c'était énorme, à chaque fois c'est plein de surprises.
à chaque fois on se régale. Tu veux dire que toutes les catégories professionnelles peuvent retrouver un peu de plaisir en étudiant le... Moi je connais pas beaucoup de sujets qui vont gratouiller dans tous ces domaines-là quand même, hein, c'est une remise en question générale quand même de toutes les valeurs de la société. Enfin, c'est pas une remise en question, mais c'est un rafraîchissement, ou comment dire, on remet à jour et on questionne tout le temps. C'est un questionnement. Je crois que c'est aussi une démarche citoyenne. Étudier l'ufologie, c'est perdre ses bases, Joël, Jean-Pierre? Non, je pense pas que ça soit perdre ses bases. C'est, j'allais dire, prendre beaucoup de recul et se dire qu'effectivement on vit dans un système très organisé, une société très fonctionnelle, et puis on se rend compte qu'il y a des frontières, et puis qu'au-delà de ces frontières, il subsiste encore autre chose, et que on va dire que le champ des perceptions ne se résume pas effectivement à être un simple citoyen consommateur, mais qu'à certains moments, il faut sans doute se questionner et s'interroger. Et le phénomène OVNI est souvent une porte d'entrée pour des gens qui commencent à se questionner, et généralement on se rend compte que la plupart des amateurs d'OVNI, des gens qui sont en tout cas très intéressés par la question, ne s'intéressent pas qu'à ça, débarquent après très rapidement sur des questions d'ordre spirituel, sur des questions d'ordre symbolique. Alors, ces sujets-là n'ont pas de rapport direct avec les ovnis, mais ça montre que le phénomène ovni, que l'ufologie, c'est un sujet qui permet, on va dire, d'ouvrir la conscience. Et là, il faut parler de ça de façon très simple, mais ce sont des gens qui sont généralement des curieux, et par définition, ils vont au-delà des choses, et c'est des gens ensuite qui acquièrent un sens critique face on va dire à la déferlante de certains films, de certaines émissions de télévision notamment, ou certains magazines qui ne vont pas très loin. Je parle d'information générale là. Donc ça permet à tous ces gens-là d'aller un peu plus loin et de se dire effectivement il y a des questions, et l'existence ne consiste pas qu'à être un simple consommateur, mais aussi sans doute à se questionner. Joël Ménard, est-ce qu'on peut parler d'ufologie aujourd'hui en se passant de l'image, on va dire, amusée qu'en donnent les médias? Je crois par-dessus ça. Qu'on ne peut faire de l'ufologie aujourd'hui comme hier qu'en se passant totalement de l'image qu'en donnent les médias. La question que tu posais il y a 5 minutes, oui, c'était, si je me souviens bien, qu'est-ce qu'on aurait à dire à un ami qui est pas ici, qui est chez lui devant son poste de radio. La question c'était comment l'inciter à regarder ça. Alors moi, ce que je lui dirais, c'est prendre connaissance des faits. Il y a des faits, j'ai envie de dire des faits de base qu'il faut connaître, faute de quoi on a obligatoirement une vision des choses très imparfaite et très insuffisante. Moi, ce que je dirais à cet ami que je connais pas, c'est la documentation existe, elle est facilement accessible maintenant. C'était pas le cas dans les années 60. Hein, la documentation accessible elle était plutôt limitée. Bon, aujourd'hui il y a quantité de publications qui permettent d'avoir une bonne connaissance sans trop se fatiguer des données de base. Ce que je voudrais dire à cet ami, c'est commence d'abord par te documenter pour savoir ce qui s'est passé à Los Angeles dans la nuit du 25 au 26 février 42. Documente-toi sur la vague de 46 en Europe et dans le bassin méditerranéen. Documente-toi sur la vague de 54. Maintenant, on est riche on n'est pas riche tout court, mais on est riche sur la vague de 54. On a une vision précise et pas exhaustive bien sûr, mais assez fidèle, je crois, de ce qui s'est passé pendant l'automne 54. Et puis il y a tout le reste. Il y a la vague des années 70, il y a le 5 novembre 90, il y a les mutilations de bétail, il y a les abductions. Il y a dans tout ça un certain nombre de faits qu'il faut connaître. Point, c'est tout. Tu connais les amis, il va te dire bon d'accord, je vais me documenter, mais là tu viens de me parler de la vague de 54, est-ce que tu peux m'en dire quelques mots? Quelques mots de la vague de 54 pour l'intéresser, cet ami qui veut... La vague de 54, oui, quelques mots, c'est difficile ça. Lui c'est ce qu'il va te demander, après toi tu choisis ce que tu veux. Vraiment ardu. C'est très simple, en 54, la fréquence des observations
s'est mise à croître, disons vers le début de l'été. Elle est devenue très importante au mois de septembre. Elle a atteint un maximum incroyable, et pourtant vrai, au mois d'octobre. Et puis ensuite, elle s'est mise à redécroître. Une bonne manière de savoir ce qui s'est passé, ce qui a été vu, par exemple en France, on peut se limiter à la France, ça simplifie le problème, et puis ça simplifie le problème d'accès aux sources. Une bonne manière de savoir ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est tout simplement d'aller dans les centres d'archives tels que les archives départementales, où on a accès à la presse de l'époque. Moi, ce que j'ai envie de dire à cet ami et à tout le monde, c'est lisez les journaux de septembre et octobre 54. Allez au centre d'archives départemental le plus proche de votre domicile. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert tout le temps, sauf 3 semaines ou un mois pendant les vacances d'été. Et demandez communication des journaux de l'époque, et vous comprendrez. Vous verrez que pendant cette fin d'été et cet automne, les gens, des milliers de gens, voyaient des choses incroyables qui s'étaient pas produites auparavant, ou alors très peu, à toute petite échelle. Des choses comme des atterrissages d'ovnis qui se manifestaient en quantité à cette époque-là. Si on ne sait pas, quelle idée peut-on se faire du problème? De quoi sommes-nous en train de parler si on ne sait pas ça? Si on n'a pas une idée de ce qui s'est passé à Schering, par exemple, il vaut mieux le savoir, c'est préférable. N'hésitez pas, tous les trois à intervenir. Je vais abonder dans le sens de Joël, que je connais depuis longtemps. Effectivement, moi je me souviens quand j'ai commencé à me plonger dans l'ufologie dans les années 70, eh bien, moi j'étais allé à l'agence locale du journal, à l'époque j'habitais sur la région d'Avignon, c'était le Provençal, et puis je me suis sorti des archives, les éditions reliées de ces journaux, et puis j'ai feuilleté page à page. Puis je retrouvais un article, alors on pouvait pas le découper, il n'y avait même pas de photocopieuse, donc on le recopiait à la main. Bon, maintenant c'est vrai qu'on a des outils multimédia, Internet, pour pas le citer, mais comme le disait Joël, on peut effectivement accéder quand même à des centres de documentation papier, tout ça est quand même bien organisé. Et moi ce que j'aurais envie de dire à cet ami hypothétique qui nous entend, c'est de dire qu'actuellement, en 2005, en France, globalement, il y a une observation d'OVNI par semaine. C'est beaucoup et c'est peu. En France, je parle de la France, donc ça veut dire que globalement, on a environ 52 cas d'OVNI par an sur le territoire français. Alors je dis pas qu'à chaque fois c'est un cas extraordinaire, un objet bizarroïde qui s'est posé dans un champ en laissant des traces, ça peut arriver, mais globalement il y a 52 cas par an, et ça pose vraiment à la réflexion. Alors, il y a aussi une chose importante que je dirais à cet ami hypothétique, c'est surtout que les ovnis, il ne faut pas y croire. Il n'y a rien à croire dans le domaine ovni, c'est pas une croyance, c'est pas une foi, c'est un acte de connaissance. On étudie un sujet, on étudie un dossier, et au travers de ce dossier, on se fait ensuite une opinion. Mais moi, je dis surtout, on me dit, est-ce que vous croyez aux ovnis? Non, moi, je dis toujours, je ne crois pas aux ovnis. Mais ma conviction est faite qu'il y a un phénomène qu'on ne comprend pas, qui se passe de façon régulière dans notre proche environnement terrestre et parfois au sol. Et ça, c'est extrêmement déroutant parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça veut dire que notre espace aérien est visité à certains moments par des phénomènes qui nous dépassent complètement. Et ça pose question. Alors, une observation par semaine, c'est ça? Une observation par semaine. Une observation par semaine. Français. Si on était mieux informé, on peut imaginer qu'il y en aurait 100 par semaine. C'est possible. Ces observations... Ce que je veux mettre en avant, c'est justement ce côté un peu moqueur. Alors c'est vrai que la plupart si ces observations sont connues, c'est que des témoins acceptent d'en parler. Moi, il m'est arrivé de rencontrer lors d'enquêtes des témoins qui me disaient « Ah ben moi, il y a 5 ans, j'ai vu quelque chose, il y a 10 ans, j'ai vu quelque chose, mais je n'en ai jamais parlé à personne. » Donc effectivement, et je le comprends, c'est tout à fait normal, beaucoup de gens qui observent des choses, soit ne savent pas à qui le dire, soit ne veulent pas en parler à un journaliste parce qu'ils se disent le journaliste va monter l'affaire en épingle et je n'ai pas envie d'être connu, ou alors les gens n'osent pas
aller à la gendarmerie parce qu'effectivement, témoigner devant un gendarme ou un policier, si on est en zone urbaine, bien que la police officiellement n'est pas accréditée pour s'occuper des questions d'OVNI, les gendarmes le sont, donc ça peut faire hésiter. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, il y a sans doute beaucoup plus de témoignages. Mais après, effectivement, il faut aussi prendre le temps d'étudier les choses, parce qu'il y a aussi des témoins qui, de toute bonne foi, vont se tromper, vont voir un phénomène céleste nocturne et se tromper dessus, donc il est bon quand même d'être prudent. Mais globalement, il y a un corpus d'une 50aine de cas par an en France. Moi, je trouve que c'est énorme, parce que même s'il y en avait qu'un seul par an, ça suffirait à dire, il se passe quelque chose et on a besoin de savoir ce que c'est. Alors ce qui peut étonner, et ce dont parlait Joël précédemment, c'est qu'il suffit d'aller à côté de chez soi dans des archives. La plupart des gens pensent qu'il n'y a pas de faits relatés dans des archives officielles. En fait, il suffit de se baisser, de travailler pour les retrouver, mais on peut aller voir, il y a des archives. Il est certain que actuellement la presse relate très peu ce genre d'événements. Mais j'aimais bien ce que disait Jean-Pierre il y a 2 ou 3 minutes, quand il disait que c'était pas du tout une question de croyance. Alors là, il a 1000 fois raison, et je suis heureux d'entendre quelqu'un dire ça. Il n'y a rien à croire, il ne s'agit pas de croire, il s'agit de constater, de regarder ce qu'il y a. Effectivement, si les gens font l'effort d'aller, par exemple, aux archives départementales, je pense aux archives départementales, mais il y a d'autres choses, il y a des archives à d'autres niveaux, il y a les archives des journaux, etc. Ils verront, ils auront du mal à se faire une idée de la situation actuelle. Parce que le reflet de la situation actuelle dans la presse actuelle, ça, c'est vraiment pas merveilleux. Mais par contre, s'ils regardent la situation en 54, il faut exploiter ce qui est à notre portée. Sur la situation qui règne, par exemple, en France depuis, depuis une vingtaine d'années, il n'y a pas un reflet de ça, juste et équitable, dans la presse. Je crois pas. Il y a quelques éléments de reflet, mais il n'y a pas un reflet globalement fidèle. Par contre, pour 54, c'est différent. Et à 54, on peut ajouter aussi la vague des années 70. Ils trouveront un reflet honnête et riche de la vague des années 70. Seulement, la vague des années 70, elle est beaucoup plus étalée. La vague de 54, elle dure 3 mois, alors que la vague des années 70, elle dure plutôt 3 ans. Donc, c'est moins dense dans les sources, et donc ça fait un peu plus de travail. Mais je crois que ce qu'il faut faire, c'est ça. Et à cet ami, une fois qu'il s'est intéressé aux faits, en allant puiser dans les archives ou même sur Internet, il y a quelques sites sérieux qui référencent des articles de journaux, etc. Une fois qu'il aura fait le tour de cette question, qu'il se sera bien documenté, qu'il aura augmenté sa culture, forcément cet ami va être titillé par de nouvelles questions qui vont être le qu'est-ce que c'est, qui vont être le pourquoi, et là il va commencer à rentrer dans le jeu des hypothèses. Et donc, alors cet ami, il va être de plus en plus passionné par la question. Alors, si vous deviez, parlons encore de cette lettre à un ami qui ne connaît pas le phénomène ufologique. Si vous deviez lui citer un cas sur lequel vous êtes à peu près sûr que justement on ne sait rien et qu'on n'a pas d'explication et que on se retrouve là depuis des années à travailler dessus et on y travaille depuis tellement de temps que beaucoup d'hypothèses ont été émises. Ça vous permet, vous, de lui montrer que vous n'êtes pas fermé et que vous avez beaucoup d'hypothèses sur tel sujet. Quel cas choisiriez-vous? Quel serait le cas qui vous permettrait de commencer cette discussion et de l'aider en quelque sorte à l'entraîner vers cette découverte fabuleuse? Parce que c'est vrai quand on rentre là-dedans, après on n'a plus envie de lâcher. Moi, si j'avais un conseil à donner à cet ami, d'abord je lui dirais, t'es pas obligé de le faire, mais si tu fais pas l'effort de te documenter, tu vivras ta vie, tu seras peut-être très heureux, c'est très bien, mais tu passeras à côté de quelque chose de gigantesque. Libre à toi de le faire si tu veux, mais à mon avis, il vaut mieux quand même se tuyauter un petit peu. Cela dit, si je devais citer un cas, alors là, je suis désolé de le dire, mais j'aurais tendance à tricher un petit peu en citant une date qui recouvre non pas un cas, mais des dizaines et des dizaines de cas. Je conseillerais à cet ami, plus exactement, de se documenter sur ce qui s'est passé
le 5 novembre 1990, et je serais même plus pointu, je dirais, documente-toi sur ce qui s'est passé entre 18h55 et 19h15, ça suffira, ça fait 20 minutes. Documente-toi puissamment sur ce qui s'est passé pendant ces 20 minutes-là, et je t'assure que tu as de quoi travailler pendant des années et tu auras une bonne vision de la situation. Cela dit, c'est pas un cas, c'est une série. C'est un certain nombre de dizaines ou de centaines de cas. Alors on peut conseiller à cet ami de se diriger vers des auteurs, notamment Franck Marie, qui a travaillé sur cette vague de 90. Tu as Rox, t'as quelque chose à rajouter? Non, d'accord. Donc en 90, là tu lui as dit renseigne-toi là-dessus. Ah. Oui, non, je voulais dire que même ça déborde un peu même au niveau des heures d'observation, parce qu'après bon c'est la nuit, il y a moins de monde dehors. Ah oui, ça commence avant. Moi j'ai un cas à 1 heure avant tout le monde, quand le ciel est encore bleu, et j'ai un cas sur le périphérique entre la porte d'Italie et la porte d'Orléans à 1h du matin. Merci, Joël. Effectivement, moi aussi j'ai un cas à 1h du matin. La répartition dans le temps, c'est une courbe en cloche. Absolument. Quand je parle de la tranche 7h-5, 7h15, c'est le gros de la vague, le gros de la courbe, en évacuant les ailes. Mais cela dit, il est bon de s'y intéresser aussi aux ailes. Alors expliquons-lui à cet ami, vous êtes 3, vous connaissez le sujet, là il est derrière son poste et il est en train de vous écouter. Expliquons-lui ce qui s'est passé en 90 et quelles ont été les théories, les hypothèses et surtout ce qui a été vu. C'est un exemple type, j'aurais raison de le citer, c'est parce que là on a l'exemple type du phénomène ufologique et du traitement que un phénomène ufologique peut subir. C'est plus un traitement, c'est un mauvais traitement. Mais c'est vrai que le cas de 1990 est assez important parce qu'effectivement, dans la région lyonnaise, on a effectivement aussi enquêté sur cette affaire-là, et pas auprès de n'importe qui, puisque nos témoins ont été, dans la région lyonnaise, 5 brigades de gendarmerie. Nous avons rencontré les gendarmes, certains par téléphone, d'autres de visu, et au total, on a réussi à établir que plusieurs brigades ont vu le fameux objet de cette année 90, et ces témoins étant des gendarmes, on n'a pas pu les taxer de farfelus, de rigolos. Et bien sûr, au-delà, on a trouvé ensuite des témoins civils, mais je dois dire que les gendarmes qui, près de Lyon, ont vu ce phénomène, certains le décrivaient grand comme un TGV dans le ciel. Alors, non, vous êtes formidables, tous les trois, parce que vous connaissez tellement bien le sujet que vous n'avez pas vraiment expliqué ce qu'était le phénomène. Vous n'avez pas vraiment expliqué. Mais non, on n'expliquera jamais. On peut se donner rendez-vous dans. Non, mais le nombre de personnes. Chaque témoin a vu une chose. Chaque témoin, voilà. Il s'est passé quoi exactement? Parce que vous parlez du phénomène. Chaque témoin va décrire l'objet de façon à peu près similaire, mais en même temps avec des différences. Dans le ciel et même en plein jour, des gens ont vu dans le ciel. Alors ils ont vu dans le ciel. Alors ça peut aller de l'objet stationnaire à basse altitude qui va rester comme ça pendant quelques minutes et puis qui va traverser le champ, la route à vitesse lente. Il y a cet aspect-là, ça c'est des extrêmes. On a eu ce genre de témoignage. Et puis alors il y a l'autre explication. Il y a les autres personnes qui ont vu une entrée atmosphérique. Oui. Si on va dans les deux extrêmes. Donc c'est pour t'expliquer qu'on peut pas dire ce qui s'est passé le 5 novembre. Ce n'est pas du tout ce que je demandais. Et globalement, moi sur les témoins que j'ai pu rencontrer et interviewer, ce que les gens ont vu, c'est un espèce d'engin, on va mettre des guillemets sur le mot engin, un espèce d'engin matériel lumineux qui a évolué selon une trajectoire plutôt horizontale et sur un segment de ciel assez important. Et ça a été vu de différents endroits. Et sur la région Rhône-Alpes, ils ont tous parlé, ces témoins, d'un objet semblant très gros, très lumineux, avec des sortes de, on va pas dire de clignotants, mais de lumière disposée. C'est pour ça que je parlais d'un TGV. On imagine un TGV vu la nuit, mais dans le ciel, non pas sur les rails. Ça donne une espèce de masse qui paraît solide, qui paraît peut-être même métallique, on ne sait pas, et en tout cas dont on verrait les fenêtres allumées. Et cette chose, ce truc, s'est déplacé durant quelques minutes dans le ciel et ensuite a été caché à la vue des témoins par différents éléments du décor, du paysage. Donc,
Alors certains, les rationalistes, les gens réducteurs ont dit il s'agit d'une retombée de fusée dans l'atmosphère qui s'est embrasée. Alors c'est possible que ce jour-là, apparemment, il semblerait quand même que ce jour-là, il y a eu quelque chose. Mais ça n'explique pas l'intégralité des témoignages et il semblerait que ce jour-là, il y avait aussi autre chose, peut-être qu'un morceau de fusée qui soit retombé. Donc il y a une littérature importante, il y a des bouquins qui ont été écrits en nombre sur la question. C'est une énigme toujours aujourd'hui en 2005. Ce que je voulais dire en 2 mots, je sais pas si mes collègues et amis seront d'accord avec moi, c'est qu'il y a peut-être eu, là on est encore dans le domaine de l'hypothèse, il y a peut-être eu plusieurs choses ce jour-là. Concomitantes qui se sont déroulées. On en est au stade des trucs inexpliqués. Il semblerait que ce soit le cas, puisqu'effectivement, si on prend les heures, moi je pense à ces brigades de gendarmerie sur la région Rhône-Alpes qui ont vu ce phénomène, ces 5 brigades, les rapports de gendarmes sont très précis et les heures ont évolué sur environ 30 minutes. Et effectivement, ça pouvait pas, semble-t-il, être le même phénomène, parce que effectivement le phénomène, la durée d'observation était d'environ 2 à 3 minutes et ils l'ont vu sur une période de 30 minutes. Donc c'est pas le même phénomène, mais il semblerait que ce jour-là, il y ait eu un truc bizarre, récidiviste, multiforme qui soit passé au-dessus du ciel de France. Ou ayant peut-être provoqué des réactions. L'objet avait peut-être un ego surdimensionné, il souhaitait se montrer à tous et prendre bien son temps avant de retomber. Moi, je ne sais pas, je me pose beaucoup de questions. Là, on ne peut que se poser des questions, on reste très impuissant pour expliquer ce phénomène. Et c'est un exemple choisi par Joël avec tout à fait grande justesse. Oui, et donc, beaucoup de témoignages différents, tu nous parlais des 2 extrêmes. Absolument, il y a des gens qui vont voir la lumière dans le ciel, haute altitude, et d'autres qui vont voir quelque chose à basse altitude. Je ne sais jamais si tu veux parler. Oui, vas-y, ton micro est ouvert. Tu sais, sur le 5 novembre 90, j'aurais toujours envie de parler. Je suis intarissable. Là, faut m'arrêter à l'extincteur sur le 5 novembre 90. Moi, je parlerai pas de ce phénomène au singulier, parce que si ce ne sont pas des images, si ce sont des objets matériels que les gens ont vus, je vois aucune raison d'imaginer qu'il n'y en ait pas eu des dizaines et des dizaines. Alors, bon, les gens qui nous écoutent doivent peut-être se demander ce qui s'est passé ce soir-là, parce qu'on n'a encore pas commencé à leur dire. Ils se doutent qu'il y a eu quelque chose, c'est déjà bien. Il y a eu des centaines d'observations ce soir-là, très probablement des milliers, mais moi je ne pourrais pas en citer des milliers, je suppose que mes amis non plus. Par contre, on peut en citer des centaines. Et parmi ces centaines de témoignages, il y en a... Alors on ne peut pas regarder tout en même temps, s'il faut regarder des centaines de témoignages, et en prendre connaissance de ça, il y a des années de travail, il y a des mois de travail là. Alors, ce qui est facile, c'est de prendre connaissance, disons, d'une quarantaine de cas qui sont extrêmement bouleversants, extrêmement probants, à mon avis. Les gens, ce soir-là, dans diverses régions de France, à peu près partout en France d'ailleurs, sauf dans les régions les plus éloignées vers le nord-ouest et vers le sud-est, et encore, ont vu passer dans le ciel des choses incroyables. Moi, j'ai vécu cette histoire-là, très mal, parce que je me suis aperçu très mal et en même temps de façon un peu passionnée, parce que c'était merveilleux à découvrir, je me suis aperçu très vite qu'il faisait pas bon dire que ce soir-là, il y avait eu autre chose dans le ciel que la rentrée d'un satellite soviétique. Il y a eu une vérité officielle, avec tout ce que le mot vérité peut avoir comme résonance quand il y a l'adjectif officiel derrière. Il y a eu une vérité officielle qui était que c'était un gentil petit satellite soviétique qui rentrait, puis les gens, ils ont vu le satellite soviétique rentrer dans l'atmosphère, et ils ont cru voir passer des porte-avions renversés au-dessus de leur tête. Une pensée pour ton ami qui ne connaît pas du tout les sphères officielles, il se dit que c'est quoi, le ministère de la Défense qui a fait cette déclaration ? Non, la déclaration, elle a été faite par le CEPRA, je suis même sûr, le vendredi 9 novembre. Pendant les 3 ou 4 premiers jours, c'était le grand mystère. Le CEPRA lui-même, en la personne de Jean-Jacques Velasco, se posait des questions et expliquait, ce qui était bien sympathique, qu'il ne pouvait pas s'agir d'une rentrée de satellite. Et brusquement, cette chose qui ne pouvait pas être une rentrée de satellite est devenue le vendredi 9 novembre
de façon ferme, claire, nette et définitive une rentrée de satellite. Et donc le CEPRA qui est ou qui était? Qui était un organisme dépendant du CNES et censé s'informer, et peut-être aussi dans une certaine mesure, je ne sais pas très bien, informer le public sur la question. À partir du 9 novembre, c'était une rentrée de satellites soviétiques. Alors, si vous aviez le malheur à ce moment-là, et moi je l'ai fait parce qu'il y a des moments où j'ai mauvais caractère et où j'aime bien traverser en dehors des clous, c'est un très vilain défaut, mais c'est comme ça, que voulez-vous. Si, à partir de ce moment-là, vous expliquiez que beaucoup de gens, ce soir-là, avaient vu au minimum une centaine de personnes, je pourrais citer sans problème une centaine de témoins qui ont vu des choses extraordinaires, totalement incompatibles avec l'idée d'une rentrée atmosphérique. Si vous avanciez, si vous parliez de ces choses-là, d'abord on vous regardait d'un œil méchant, on n'écoutait pas ce que vous disiez, et on vous faisait comprendre, peut-être, que de toute façon, même si c'était vrai, c'était pas la peine d'en parler. Je me souviens... mais sommes-nous ici pour dire la vérité ou pour être correct? C'est la question que j'ai envie de te poser. On est là pour dire ce que tu veux dire. Et bon. Pareil pour Oxeuker ou Jean-Pierre Troadec, vous avez la libre parole totale. Moi, j'ai entendu un responsable du CEPRA, dont j'ai oublié le nom, dire en public que oh ben oui, il y avait peut-être eu autre chose, mais enfin bon, c'est pas... peut-être que ce soir-là, à cette heure-là, oui, peut-être qu'il y a eu autre chose, après tout, on ne sait pas. Mais finalement, c'était quand même une rentrée de satellites soviétiques. Et que ce qui était important, c'était de bien retenir que c'était une rentrée de satellites soviétiques. S'il y avait 150 personnes qui avaient vu passer des porte-avions au-dessus de leur pavillon de banlieue, bon, bah oui, peut-être ça se peut, parce qu'il y a peut-être des ovnis quand même, hein. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'était une rentrée de satellites soviétiques. La dernière fois que j'ai assisté à ce cinoche, c'était au mois d'avril 2005. Et puisque nous sommes ici pour dire ce que nous pensons, eh bien je viens de le faire. Est-ce que là, vous... Oui. Alors effectivement, Jean-Pierre Troadec. Mais il y a eu d'autres cas depuis. Alors c'est vrai que cette observation de la fin de l'année 90 est assez symptomatique par le nombre de rapports recueillis, qui sont énormes, et je pense que c'est un des cas où il y a eu le plus de témoignages à l'échelon du territoire. Sinon, en ce qui me concerne et en ce qui concerne mon équipe sur Lyon et la région de Lyon, nous on a eu une vague importante en 1997, au mois de juin 97. On a eu une série d'observations dans les départements avoisinant Lyon, et là il s'agit d'un objet tout à fait manufacturé en apparence, de forme triangulaire, avec une sorte on va dire de vortex, ou en tout cas d'ouverture sous le dessous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de témoins isolés qui ont vu ça. Il s'agit de groupes de témoins ne se connaissant pas entre eux. Dans un des cas, il y a eu 8 témoins, donc c'est énorme. Dans un autre cas, il y a eu 4 témoins, et dans un autre cas, toujours avec cet objet triangulaire, témoins. Donc, et alors bien évidemment, ces témoins ne se connaissaient pas. Ça s'est passé à des heures quand même différentes. Pour certains, le groupe de 4 témoins, ça s'est passé à la tombée de la nuit. Pour le groupe de 8 témoins, ça s'est passé beaucoup plus tard, vers 2-3 heures du matin. Et puis pour le groupe de 3 témoins, ça s'est passé en début d'après-midi. Mais en tout cas, pour nous, c'est intéressant cette affaire, parce qu'il y a une unité de lieu. Bon, là, en l'occurrence, c'était autour de Lyon, parce que c'est un peu notre territoire, entre guillemets. Et puis, une unité de temps, donc c'était l'été 97. Alors, c'est vrai que, on va dire globalement, le phénomène semble évoluer dans son apparence. Bon, là, pour cette période-là, c'était cet objet en forme de triangle, mais massif, c'est-à-dire c'est un objet qui, d'après nos estimations, on a fait des recoupements, on a fait des calculs trigonométriques, avait une sorte d'envergure d'une vingtaine de mètres de large, ce qui est énorme, et à basse altitude. On a fait autant que faire se peut des vérifications. Bon, il semblerait que ce jour-là, il n'y avait effectivement aucun vol d'avions spéciaux ou non spéciaux sur des zones urbaines ou périurbaines en tout cas. Et puis, ce qui est intéressant, je le répète, c'est qu'il y a eu plusieurs témoins. Donc dans ces cas-là, nous, ce qu'on fait, on interroge
les témoins séparément, on recoupe leurs témoignages, et puis d'un groupe de témoins à l'autre, on fait des recoupements supplémentaires. Donc effectivement, là, il est difficile de dire qu'il ne s'est rien passé. Et des vagues comme ça, enfin des séries de témoignages comme ça, il y en a tout au long. Et la dernière importante sur laquelle moi j'ai pu enquêter, ça s'est passé durant l'été, non pas 2005, mais l'été 2004. C'est la région de Haute-Savoie. Là, il y a eu une dizaine de cas. D'ailleurs, la revue Lumière dans la nuit et Joël Ménard, ici présent, l'ont relaté. Et il y a même eu une photographie notamment remarquable. Et je dois dire qu'effectivement, c'est tout à fait étrange, parce que là aussi, il y a eu une unité de lieu. C'était la région de la Savoie et de la Haute-Savoie, et un objet qui a été vu à différentes heures de la journée. Donc apparemment, si on admet l'hypothèse que tout ceci est vrai, et c'est ce qu'on va faire ce soir, ce phénomène s'est baladé à différentes heures de la journée et a été vu par différents témoins. Donc c'est tout à fait stupéfiant. Avant de détailler d'autres cas justement que vous avez pu traiter en commun, en tout cas différemment, mais de même sujet, à partir de quand peut-on dire qu'une photo est remarquable en ufologie? Quels sont les critères? Moi je dirais que une photo n'est jamais une preuve. Alors ça, il faut vraiment le répéter et se le redire, une photo n'est jamais une preuve. Parce que des photos, on peut en fabriquer, surtout aujourd'hui. J'allais dire que les photos les plus intéressantes dans le domaine de l'ufologie, c'est les photos qui existaient il y a plus de 10 ans. Maintenant, avec les particularités numériques, effectivement, on ne peut plus totalement analyser les photos, les trucages sont quasiment indécelables. Mais une photo toute seule n'a aucune valeur. Par contre, une photo accompagnée d'un témoignage et de quelqu'un qui accepte de se soumettre aux questions et de répéter son histoire et d'accepter la contradiction, ça permet effectivement d'avoir un point de vue tout à fait pertinent. Et là, une photo devient, alors non pas un élément de preuve, je dis c'est pas une preuve, mais en tout cas devient un élément d'appréciation, un élément de présomption. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Pierre. Tout à fait d'accord. Enfin, je signe. D'accord. Merci. À propos des événements dont tu nous as parlé là, en 97, oui. Ça me donnait envie de dire deux mots de ce que j'appelle la vague de l'été 98. Je suis frappé de voir que personne ne parle de ça. Il y a eu une montée de la fréquence des observations vers le début ou la fin du printemps, comme vous voulez, c'est la même chose d'ailleurs, vers le mois de juin 98. Et puis il y a eu vraiment un pic très marqué qui va de la fin juillet à la fin du mois d'août, avec dans ce pic un pic encore plus pointu qui me semble se situer le 10 août. Il y a au bas mot une quinzaine, j'ai pas les documents sous les yeux, il faut dire. Si j'avais les documents sous les yeux, je pourrais vous citer un chiffre plus précis, mais les documents sont à 50 mètres d'ici. Il y a au moins une douzaine ou une quinzaine d'observations dans la soirée du 10 août 98, où il est question de triangles qui ressemblent beaucoup, du moins dans les termes, à ce que tu nous racontais, Jean-Pierre, à l'instant. Et je suis frappé de voir que depuis cette période-là, c'était quand même il y a plus de 7 ans maintenant, je n'entends jamais prononcer les mots vague d'août 98. J'entends sans cesse parler de certaines vagues, mais pas de celle-là. C'est comme si elle n'avait pas existé. Or, les événements, notamment du 10 août 98, sont vraiment stupéfiants. Tout s'est passé dans la soirée, vers presque tout, vers 22h, 23h, et je ne vais pas vous détailler ça ici, mais c'est vraiment remarquable. Il y a eu j'ai l'impression, un déferlement de triangles sur tout le centre-ouest de la France, et puis dans divers endroits. C'est complètement passionnant à observer, et ça s'est passé pratiquement inaperçu. Pas dans l'instant, il y a eu quelques mentions de ces phénomènes dans la presse locale, et puis un gros silence est retombé là-dessus, et personne ne parle jamais de cette vague de l'été 98. C'est étonnant, je trouve. C'est-à-dire que toutes les informations, effectivement, ne circulent pas à la même vitesse,
Mais c'est vrai, je te rejoins, Joël, il y a eu effectivement un phénomène de vague. Moi, ce que je tiens aussi à souligner, c'est que dans toutes ces affaires, les témoins sont vraiment des gens tout à fait sérieux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui cherchent la publicité, parce que généralement, c'est même pas généralement, nous, en ce qui nous concerne, on ne diffuse jamais le nom de ces témoins, que ce soit sur un livre, dans un magazine ou sur un site internet. C'est des gens qui généralement eux-mêmes cherchent une explication. Quand ils viennent rencontrer un groupe ufologique ou un enquêteur, ils demandent à cet enquêteur ou à ce groupe de leur fournir une explication, quelque part pour se rassurer. Donc globalement, je dirais que sur un plan émotionnel, ce sont des personnes qui ont été touchées par ce qu'elles ont vu et elles n'ont pas compris ce qu'elles ont vu et quelque part elles sont même un peu inquiètes. Donc le fait de venir témoigner, j'allais dire que ça a presque une fonction psychothérapeutique, c'est-à-dire que les gens déposent finalement au pied de l'enquêteur un fardeau psychologique et ça leur permet finalement de continuer à vivre normalement. S'ils ne l'avaient pas fait, quelque part on peut imaginer qu'ils auraient conservé en eux une sorte de charge émotionnelle qui les aurait sans doute perturbés. Donc voilà, l'enquêteur a aussi une fonction sociale presque. Alors cet ami qui découvre l'ufologie derrière le poste, il entend parler de vagues depuis tout à l'heure. Des vagues, c'est pas des observations anodines, c'est sur un certain temps et c'est beaucoup de personnes. Et il va se poser cette question toute simple, est-ce que quand on prend les différentes vagues, celles qui ont le plus marqué, qui ont été le plus vues, est-ce qu'on remarque que c'était à une époque plutôt qu'une autre, dans un État dirigé dans une démocratie plus qu'une autre, d'une partie du globe plus qu'une autre, le matin, au petit matin en tout cas, ou au début de la nuit, il va se demander si on a essayé d'étaler tout ça sur une table et de faire le tri. Il y a des faits très marquants, très importants, très bouleversants même, qui se produisent en dehors des vagues, effectivement. Et là, j'étais très touché quand Jean-Pierre parlait de la fonction psychothérapeutique de l'enquêteur auprès du témoin. C'est une notion qui était à peu près complètement inexistante pour moi, jusqu'à une date très récente. Je pensais jamais à ça, et j'avais pas du tout le sentiment qu'en recueillant les récits des témoins, on leur rendait un merveilleux service. C'était quelque chose qui m'était passé complètement par-dessus la tête. Et très récemment, plus précisément, ça devait être il y a 15 jours, je sais plus si c'était il y a 15 jours ou si c'était la semaine dernière. Excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, mais ça n'a aucune importance. J'ai interviewé longuement une personne qui a vécu une rencontre rapprochée au début du mois de février 91 en région parisienne. Et j'ai été étonné doublement. J'ai été étonné d'abord parce que cette dame m'a raconté, qui était assez exceptionnelle, assez remarquable, très riche en informations et en même temps assez bouleversant. Et puis j'ai été frappé aussi par le fait qu'elle a beaucoup insisté là-dessus à la fin, et moi ça m'étonnait. C'était presque trop beau, trop agréable et trop beau à entendre. Elle a insisté énormément sur le fait que, en l'écoutant longuement comme je l'ai fait, je lui rendais un service inestimable. Quand elle m'a raconté son histoire, ce qui a duré plusieurs heures, moi je lui étais très reconnaissant. J'avais envie de la remercier, de me fournir tous ces renseignements. Je trouvais ça vraiment très gentil de sa part. Et elle, pendant ce temps-là, éprouvait de la gratitude envers moi parce que ça lui permettait de se décharger d'un fardeau. Elle avait pu se décharger dans une certaine mesure, m'a-t-elle dit, de ce fardeau auprès de quelques personnes, notamment de son oncle et de sa tante, mais ça avait été trop bref. C'était pas allé assez loin, et il y avait des détails sur lesquels elle hésitait à insister. Mais parce que son oncle et sa tante, tout simplement, sont pas ufologues, bien qu'ils aient eux-mêmes vu quelque chose. Mais moi, j'écoutais intensément ce témoignage parce que c'était mon travail. Et elle m'a dit de façon très explicite quel service ça lui avait rendu. J'en étais très ému et je le suis encore, parce que c'est bien agréable de se dire qu'on peut être utile à quelqu'un. Cela dit, c'est pas toujours comme ça, hein. Il faut quand même que les gens sachent que quand un enquêteur
rend visite à des témoins, il n'est pas toujours accueilli comme le sauveur. Moi, je me souviens d'une certaine enquête dans la Creuse, dans un pays dont j'ai oublié le nom, c'est un peu dommage, ça me reviendra, où je suis remonté dans ma voiture comme dans... Je sais pas si vous vous souvenez de Shérif Fais-moi peur, quand les frères Duke rentrent dans leur voiture en plongeant, comme on plonge dans une piscine. Moi, je suis reparti de ce pays dans la Creuse comme ça. Hein. Si j'avais démarré quelques secondes plus tard, c'était la chevrotine dans la voiture, je pense. On n'est pas toujours accueillis comme des gens utiles. Il y a tout. On rencontre parfois l'hostilité. Je me souviens d'un autre cas dans la vallée du Rhône, il y a le mot Roussillon. Péage de Roussillon. Oui, mais c'est pas péage de Roussillon. Bon. C'est pas ça, c'est à côté, mais il y a le mot Roussillon dedans. Et j'entends encore cette phrase d'une charmante dame qui était au premier étage de sa ferme pendant que moi je pataugeais dans la cour. Non, mon mari, il a rien vu d'abord, il a rien vu mon mari, hein, il a rien vu. Puis d'abord, il est pas là, hein, t'as rien vu. Parfois c'est ça, hein. Parfois c'est ça, ou bien ce que je vous racontais tout à l'heure dans la Creuse. Et ça c'est très rare, hein. Ce sont des cas extrêmes, aussi bien le témoin avec qui on sympathise immédiatement que le témoin qui va décrocher le fusil pour que vous partiez plus rapidement ou qui lâche les Doberman. C'est vraiment des cas extrêmes. Fort heureusement, c'est très rare. La plupart du temps, il faut bien le dire, on a des rapports qui sont tout à fait normaux avec les témoins. Des rapports plus ou moins empreints de sympathie, c'est tout simplement une question de contact parfaitement ordinaire. Il y a des gens avec qui le courant passe bien. Généralement, il faut le dire, il passe très bien d'ailleurs, parce que le témoin a quelque chose à dire, et nous, on a envie de l'entendre. Donc, on est fait pour se compléter. C'est vrai que les témoins, souvent, ont besoin, alors indépendamment de la dimension psychologique, ils sont contents que quelqu'un s'intéresse à eux sur cette affaire-là, parce qu'effectivement, globalement, ils n'osent pas en parler, globalement, tout le monde s'en fout, et là, ils trouvent des ufologues avec qui ils vont passer du temps, d'ailleurs, autour d'une table, autour d'un verre, pour raconter. Alors, d'ailleurs, bien souvent, les choses ne viennent pas comme ça. C'est que moi, j'ai remarqué que plus l'observation était importante, c'est-à-dire plus l'impact psychologique avait été fort, plus les témoins mettent du temps, on va dire, à redonner l'information. Alors, sans vouloir faire des comparaisons qui ne sont pas des comparaisons, on pourrait dire que, quelque part, une observation d'un phénomène ovni est un peu comparable à une agression. Il y a un traumatisme, et effectivement, plus l'agression a été puissante, plus le témoin a du mal à lâcher le truc. Et quand on le rencontre, il sait pourquoi on vient le voir, mais il va commencer par parler d'autre chose, de son travail, de comment on a appris cette affaire, en tant qu'ufologue, qu'est-ce qu'on pense de la question des ovnis, et lentement la chose va venir. Donc c'est vraiment un travail de patience et de terrain. Donc l'ufologie, ça c'est ce que je disais au début de cet entretien, ça se passe vraiment sur le terrain. On ne peut pas faire de l'ufologie par écran d'ordinateur interposé, il faut vraiment être sur le terrain. Justement, vous classez Oui. les rencontres en différentes catégories. Oui, on essaie de le faire. Vous essayez de le faire. Il y a quelque chose qui me paraît important à souligner là, et que on ne dit jamais. Jean-Pierre disait tout à l'heure, parlait des témoins, de nos contacts avec les témoins, et de la relation de confiance qui s'établit, ou qui parfois ne s'établit pas, mais qui généralement s'établit entre eux et nous. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que j'ai très souvent entendu dire que parmi les observations d'OVNI, il y en a à peu près 1 sur 100 qui ne sont pas vraiment identifiés, mais c'est parce qu'on ne s'est pas vraiment penché sur la question, et dans 6 mois, rassurez-vous, on aura identifié la chose. Autrement dit, les témoins racontent n'importe quoi. Si sur 100 personnes qui OVNI, il y en a 99 qui en fait ont vu qui des ballons sondes, qui des petits oiseaux, qui un Airbus d'Air Inter. Alors à ce moment-là, ça veut dire que les témoins racontent n'importe quoi, et c'est catastrophique, il n'y a plus d'ufologie. Quand j'entends les phrases de ce genre, hein, alors c'est pas toujours 1%, mais c'est souvent 1%. Récemment, j'ai entendu moins de 1%. Quand j'entends des assertions pareilles, je suis profondément scandalisé, parce que
sauf erreur de ma part, la proportion, c'est la proportion inverse, ou voisine de l'inverse. Moi, je dirais que une très forte majorité des témoins sont des personnes crédibles, au sens que tout le monde donne à ce terme. Ce ne sont pas des hallucinés, ce ne sont pas des gens qui inventent des histoires pour faire parler d'eux, c'est pas des malades, c'est pas des mythomanes. Une très forte majorité, moi je dirais largement 95% des témoins, sont des gens parfaitement crédibles, parfaitement lucides, calmes, désintéressés, qui tout simplement nous racontent leur expérience, nous disent ce qu'ils ont vu. Ça n'empêche pas que l'inverse a été dit et répété. Quand j'entends dire qu'il y a une forte majorité, 99% des observations qui sont facilement explicables par des petits oiseaux ou des libellules ou des ballons sondes, c'est carrément de la désinfo. Hein, tu nous disais tout à l'heure qu'on était là pour dire ce qu'on pense, ça y est, je l'ai encore fait une fois de plus. Alors moi je rejoins effectivement à nouveau Joël, ce soir chacun rejoint l'autre, mais parce que effectivement on dit des choses qui sont du vécu. C'est que, ce qui est important aussi, et c'est ce qui fait la force, on va dire, des ufologues sérieux, c'est qu'on garde les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'on ne vient pas avec des hypothèses toutes faites. Moi, en aucun cas, je ne dirai jamais, les ovnis, ce sont des extraterrestres, ou ce sont des phénomènes météo non identifiés. Moi, je dis, les ovnis, je ne sais pas ce que ça représente. Enfin, le phénomène ovni, je ne sais pas ce que ça représente. Et ça, c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on arrive, non pas en terrain conquis, mais on arrive en enquêteur tout à fait modeste, et on recueille un témoignage. Et ce qui fait un peu du tort, parce qu'il y a quand même finalement dans l'ufologie des gens qui font un peu du tort, c'est des gens qui arrivent, quelle que soit d'ailleurs leur vision, avec des hypothèses tout faites, en disant, écoutez, ne vous fatiguez pas à nous raconter trop ce que vous avez vu, nous on va vous expliquer ce que vous avez vu. Alors, si ce sont des sociopsychologues, ils vont dire, ce que vous avez vu, c'est le reflet de la Lune, mais ce jour-là vous étiez pas en forme, vous étiez disputé avec votre femme, donc effectivement, vous n'avez pas bien compris. Et puis si ce sont des tenants d'hypothèses extraterrestres, ils vont dire, écoutez, les frères de l'espace nous ont visités encore une fois ce soir, et donc on est parti encore pour un second voyage. Donc j'allais dire que ça, effectivement, je crois savoir que Joël n'est pas dans cette dimension-là, moi non plus, et c'est ce qui fait notre crédit, c'est ce qui fait qu'on arrive à s'exposer, on va dire, publiquement dans des émissions de radio comme ce soir, ou dans des magazines, ou dans des émissions de télévision, sans pour être autant pris pour cible et perdre toute crédibilité. Ce qui veut dire que notre sérieux, c'est de dire, nous, on étudie un phénomène, mais sans avoir d'a priori, effectivement, et c'est cette prudence qui fait qu'on arrive à avancer, et que d'autres témoins, finalement, viennent nous voir. Parce que le témoin, lui, généralement, le témoin lambda, il n'a pas d'hypothèse toute faite, bien évidemment, il veut savoir. Mais s'il sait que nous, on va lui casser son truc tout de suite en disant, c'est une observation d'origine psychologique, ou alors ce sont les extraterrestres, dans les deux cas, le témoin va être heurté, et il aurait bien raison. Mais nous, effectivement, et moi en particulier, et c'est pareil dans mon équipe sur Lyon, au niveau d'OVNI Investigation, on essaye de rester le plus honnête intellectuellement possible, et c'est ce qui nous permet de durer. Et les gens qui finalement se sont cristallisés à un moment donné sur une hypothèse ou sur une autre, généralement ils n'ont pas duré, ils sont plus là. Mais quand on a l'impression de ne pas être écouté, comment à un moment ne pas tomber dans l'extrême? Ça doit être très compliqué de réussir à rester totalement neutre, alors que au bout de dizaines d'années d'enquête, on s'est fait une opinion, et on a surtout l'impression que cette opinion n'est jamais écoutée, même pour en débattre. Ça doit être très compliqué. Mais on n'est pas obligé de se faire une opinion. Moi, je suis d'accord à 123% avec ce que vient de dire Jean-Pierre. Et personnellement, au terme de presque 40 ans d'ufologie, j'ai aucune opinion aucune explication sur le phénomène. J'ai quelques vagues notions que je crois précieuses, parce que quand on a beaucoup travaillé pour se les faire, on est bien content d'avoir ça, c'est mieux que rien. Des notions sur la manière dont le phénomène se comporte, mais c'est tout. Par contre, ce qu'il y a derrière, d'où ça vient, comment ça marche et ce que ça veut, je n'ai absolument pas la moindre notion de ce que peuvent être les réponses à ces questions-là, et je suis à peu près certain de jamais en avoir. Il y a quelque chose dont on pourrait dire deux mots là, à propos de ces questions. Il arrive, il me semble, que le phénomène, là je me risque un peu là, je cours un risque en disant ça, je vais peut-être dire une bêtise,
Mais bon, ça fait partie du jeu. Le phénomène prend souvent, je crois, des apparences extrêmement stupéfiantes et bouleversantes et incroyables et démentielles. Et alors là, on pourrait citer des exemples. Hein. Quand les gens nous racontent une aventure qu'ils ont vécue, qui comporte des éléments, disons, d'étrangeté maximale, d'étrangeté aberrante, ce qui arrive quand même assez souvent. Ça nous crée des problèmes. On a un petit peu du mal à gérer ça, on a du mal à le raconter aux copains, par exemple. Et l'échappatoire à ça, c'est de se dire peut-être que dans le fond, le témoin raconte des blagues. Je crois pas, je crois que ça arrive. Des faux témoins en ufologie, j'ai l'impression d'en avoir rencontré. Je pourrais citer quelques exemples, mais enfin c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant dans le phénomène. Bon, il est vrai qu'il y a des témoins qu'il vaudrait mieux ne pas rencontrer. Il y en a quelques-uns qui méritent pas le détour. Mais dans leur immense majorité, ils méritent largement le détour. Toutefois, il y a des témoins qui nous racontent des choses très invraisemblables. Tout simplement parce qu'on se fait une idée du phénomène. Dans l'esprit des gens, dans l'esprit de tout le monde, même dans l'esprit des enquêteurs, il y a une image du phénomène. Alors elle peut être plus ou moins souple, large. Quand le témoin raconte des choses trop bouleversantes, on a du mal à le gérer. Moi j'ai rencontré il y a peu de temps là, une personne qui m'a dit avoir vu un personnage qui était apparu dans sa chambre et qui avait disparu en pénétrant dans une armoire, et il n'y avait plus personne. Et le lendemain matin, cette personne a à nouveau vu un personnage très différent du premier qui a disparu sur place. Ça, c'est quelque chose que très peu de gens sont prêts à accepter. Même nous, je ne sais pas si Jean-Pierre est d'accord là-dessus, moi personnellement, c'est quelque chose qui me hérisse le poil. Les personnages d'allure non humaine, ok, on s'est fait une raison, on a compris que ça faisait partie du paysage, mais quand ils disparaissent en s'évaporant sur place, moi j'ai du mal à avaler le truc. Et pourtant, la personne en question, la personne qui m'a raconté ça, j'ai confiance en ce qu'elle me dit, j'ai une confiance qui est à peu près aussi totale que peut être une confiance, parce que on voit bien quand les gens disent la vérité, ça se sent. Quand les gens affabulent, ils insistent, ils tiennent à se faire entendre, ils rajoutent des détails parce qu'ils se disent finalement, si j'explique que c'était pointu, que c'était vert, que c'était comme ça, puis biscornu à une extrémité, ça donnera du poids à mon récit. Quand les gens sont modestes dans leur récit, ne fournissent pas des détails en quantité invraisemblable et puis ont une attitude normale, c'est-à-dire éprouvent de l'étonnement, éventuellement un peu d'angoisse, ce qui peut se comprendre, et puis rien d'autre, et bien là on voit qu'on a affaire à un récit qui est digne d'attention. Ça ne veut pas dire que ce récit fiable ne va pas comporter des éléments extraordinaires et extraordinairement surprenant et choquant. Je crois, et c'est en ça que je prends un risque, je dis peut-être une bêtise, mais rassurez-vous, j'en dirai d'autres. Je crois que le phénomène OVNI, c'est précisément une de ses caractéristiques que de comporter des éléments propres à susciter le doute chez les gens qui évaluent un récit. Et il faut faire attention à ça. C'est pas facile à gérer. Quand on est devant quelque chose qui nous paraît trop invraisemblable, un personnage qui apparaît la nuit à côté de votre plumard dans votre chambre et qui vous regarde dans le blanc des yeux puis disparaît dans une armoire, j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est un petit peu dur à avaler. Mais il y a tellement d'exemples de par le monde comparables à celui-là, et le témoin auquel je pense en l'occurrence est tellement fiable par excellence, du moins à mon sens, qu'on ne peut pas rejeter un truc comme ça. Il ne faut pas vouloir étudier le phénomène OVNI
en exigeant de lui qui se plie à des normes de respectabilité, de convenance. Faut pas demander aux ovnis de ressembler à des bagnoles. Non, c'est autre chose. Est-ce que tu insinuerais cette question? Le phénomène ovni fait en sorte qu'on se moque de lui pour qu'on ne s'y intéresse pas trop? Ah, moi je dirais oui, carrément. Moi je dirais que alors évidemment, là c'est une question d'interprétation. Hein. Moi qui suis partisan de faire du constat et de pas interpréter, là on va peut-être estimer que j'interprète un petit peu. Mais j'interprète pas en fait, c'est une impression que je ressens. Oui, j'ai l'impression que le phénomène prend, pas toujours, mais souvent, des apparences, disons, volontairement invraisemblables, de manière que le récit du témoin soit irracontable, et que finalement, le phénomène ne soit pas pris en compte par la société. Revenons, si tu veux, un instant, aux événements du 5 novembre 90. C'est dément ce que les témoins racontent. Des témoins du 5 novembre 90, je ne sais pas combien j'en ai rencontrés, il y a longtemps que je les compte plus, j'ai dû en voir au bas mot une centaine. Les récits, plus que ça, 150 certainement. Il y a beaucoup de récits qui sont complètement impossible à avaler. Enfin, quand quelqu'un se trouve sur le pas de sa porte à 19h et voit passer un porte-avions renversé au-dessus de sa maison, on peut quand même se poser des questions. Ça n'en manque de chance. Ce soir-là, ils étaient des centaines à voir ça. Et des dizaines à voir des choses absolument inconcevables. Alors pourquoi tous, le même soir, à la même heure? C'est bien qu'il y a quand même légèrement un problème. Bertrand Hadec, une réaction sur l'étrangeté de certains cas. L'étrangeté des cas, effectivement, elle est stupéfiante. Je dirais que l'ufologie, quelque part, c'est le domaine organisé de l'absurde. C'est-à-dire que globalement, on a affaire dans une première tranche, alors peu importe les classifications, on a parlé de rencontres du premier type, du deuxième type, troisième type, quatrième type, même maintenant on parle du cinquième type, ça correspond à toute une nomenclature très technique, les observations vues de très loin, plus de 3 km, moins de 3 km, 500 mètres, 300 mètres, 30 mètres, bon, peu importe. Il y a toute une tranche de cas qui vraiment dépassent l'entendement. Moi j'ai beaucoup enquêté sur ces affaires-là, c'est ce qu'on appelle les affaires de contactés. Et ces affaires sont très troublantes, c'est-à-dire ce sont des témoins qui prétendent à un moment donné avoir été confrontés au phénomène OVNI, de façon très rapprochée, généralement un phénomène près du sol ou sur le sol. Ils prétendent ensuite avoir été confrontés à des entités, on va appeler ça comme ça, d'apparence humanoïde, qui seraient en rapport avec ce phénomène, sortis de ce phénomène, et ils prétendent, en troisième étape, avoir reçu une sorte de message, soit par la parole, soit par l'écriture, soit par télépathie. Alors, bon, la télépathie, on ne sait pas ce que c'est, mais on peut l'imaginer en tout cas. Et ces histoires-là sont très stupéfiantes. Alors, s'il y avait que 1 ou 2 cas très médiatisés, il y en a eu, c'est pas les plus sérieux, on pourrait se dire, bon, effectivement, là, on tombe sur des gens qui, soit qui sont fous, soit qui ont un intérêt commercial. Moi, des affaires de cas de contactés, en France, mais aussi dans d'autres pays limitrophes de la France, j'ai enquêté dessus depuis de longues années et j'ai enquêté auprès d'une centaine de cas de contactés. Et ça devient troublant. Parce qu'à nouveau, ça constitue un corpus qu'on ne peut pas nier. Et sur ces 100 cas, même si j'en retiens que 10%, une dizaine donc, eh bien ça me suffit à dire si simplement 10 de ces cas sont vrais, même qu'à moitié, ça constitue une étrangeté qui complètement là nous dépasse. Et moi je pense pour ces histoires de contactés que ces témoins ont véritablement vécu quelque chose. Ça s'inscrit, on va dire, dans leur cursus émotionnel. On sent que ces gens-là ont vécu une aventure qui les dépasse. Et là, effectivement, on sort quasiment de la tranche classique de l'OVNI tel qu'on l'imagine. Là, on est loin des écrans radars et des rapports de gendarmerie, mais on débouche sur une partie complètement inconnue du phénomène, mais qui, pour moi, représente une réalité. Sauf que je ne sais pas, là non plus, ce qu'est cette réalité. Quel est le cas, là, on est entre nous, qui te paraît le plus invraisemblable, celui que tu n'oserais pas raconter, mais que pourtant tu vas raconter maintenant? Le cas le plus invraisemblable. Eh bien, c'est un cas auquel je pense, bon, c'est peut-être pas le meilleur, mais sur lequel j'ai enquêté, qui s'est passé en Bretagne. Le témoin, c'est un agriculteur, on dirait un brave paysan, mais je préfère dire un agriculteur, parce qu'il remplit une fonction sociale. Il a observé un objet qui s'est posé dans son champ. L'objet avait une forme ovoïde et reposait sur 3 pieds. Lui passait à ce moment-là avec un cyclomoteur. Le cyclomoteur est tombé en panne. Bon, il a pensé que c'est lui qui paniquait, qui n'arrivait pas à redémarrer. Et là, il décrit un phénomène complètement étrange, c'est qu'il décrit
on va dire, une sorte de passerelle qui se déplie de cet objet. Mais alors on pense à un objet tout à fait manufacturé, un objet ovoïde, d'apparence métallique, mais la passerelle qu'il décrit, c'est pas du tout un truc très sophistiqué, c'est une espèce d'échelle de corde. Donc là, on a un paradoxe complet. Il rentre dans cet objet, il ne voit pas de créature humanoïde, et dans cet objet, il me dit, j'ai vu le système de propulsion. Et le système de propulsion, c'est un truc dément. On imagine une sorte de jeu d'enfant avec une sorte de labyrinthe, vous savez, comme ces petits jeux où on joue avec des billes là, qui sont sous du plastique, on essaye de faire entrer les billes dans un trou, elles tombent pas, et il voit ces sortes de billes qui tournent. Il reste dans cet objet 4-5 minutes, et il redescend de cet objet par cette échelle de corde, et il remonte sur son cyclomoteur, il arrive à le refaire démarrer, il se retourne et dans le champ, il n'y a plus rien. Alors voilà, c'est une histoire, ça s'est passé dans la région de Scaër. Scaër, c'est dans le sud Finistère. Cet agriculteur, il n'en a pas tiré, lui, une explication phénoménale, et en plus, lui-même, il avait son hypothèse, il a dit, mais moi, ce que j'ai vu, c'est pas un truc très bizarre, c'est même pas des extraterrestres, c'est un engin qui vient du Canada. Pourquoi ça vient du Canada, je ne le saurais jamais, mais lui, il avait fait son explication. Donc là, on est dans l'exemple total du domaine organisé de l'absurde, c'est-à-dire qu'un phénomène qui, pour nous, ufologues, nous parle, on a affaire à un ovni, mais avec des détails qui sont complètement fous. Et ces détails, pour moi, appartiennent non pas à la réalité physique, matérielle, comme ce soir, on est devant des micros autour d'une table, mais appartiennent à la réalité du témoin et à une certaine réalité, sans doute, on va dire, déformé par rapport à notre perception. Il s'est passé quelque chose, c'est complètement absurde, mais le témoin est de bonne foi. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à ce cas je veux dire, on dit dans notre société que certaines personnes sont folles, bon, c'est des jugements de valeur tout cela, mais tu aurais pu penser que cette personne avait eu un coup de folie. Qu'est-ce qui fait que ce cas-là, tu t'en souviens? Je me souviens de ce cas, d'abord parce que, je connais bien la Bretagne, ce cas m'avait été rapporté par un collègue journaliste. Il m'avait dit, il faudrait que vous puissiez rencontrer ce monsieur, parce que là, effectivement, moi, je comprends pas et ça me dépasse. Et je me souviens de ce cas par rapport au décalage. Il décrit un objet tel qu'on les imagine, même dans la science-fiction, un truc, un vaisseau, on va dire, qui vient d'ailleurs, on ne sait pas. Et puis, il parle de cette échelle de corde qui est la sorte de passerelle de montée dans l'objet. Et puis, en plus, lui, il donne une explication, je me répète, il dit, mais ça vient du Canada. Alors, pourquoi du Canada? Peut-être qu'il avait lu quelque chose qui concernait le Canada. Bon, apparemment, il disait pas grand-chose à part le journal local, c'était le Télégramme, le nom du journal. Et alors lui il était braqué sur le Canada. Alors je m'en souviens parce qu'il y a des espèces de distorsions. Alors que le contacté classique, lui, il aurait dit non, ça vient pas du Canada, ça vient de l'étoile Vega de la Lyre. Et puis, pour monter dans la passerelle, je me suis mis sur une espèce de chose métallique qui m'a fait monter par effet de lévitation. Enfin, alors que ce brave agriculteur, lui, il racontait cette histoire. Bon, alors ça a été difficile là aussi de le faire parler, parce que au début il voulait pas en parler. Après il raconte son truc par bribes. Et là, ce que je vous ai raconté, c'est la reconstitution de son histoire. Il fallait passer quand même pas mal d'heures. Mais bon, et puis après, l'histoire s'est arrêtée là. Lui, il a continué sa vie. Et visiblement, ça l'avait pas traumatisé plus que ça. Et je m'en souviens parce qu'il y a un décalage entre ce qu'il a vu et puis des petits détails, le système de propulsion qui ne ressemble à rien, qui est complètement absurde, et puis cette échelle de corde qui est complètement absurde aussi. Je crois qu'X-Files était tourné à Toronto, si je me trompe pas. X-Files a été tourné à Toronto, mais là, on était dans les années 75, donc on était très loin du début, du commencement de la série X-Files, donc, mais on pourrait presque y voir un phénomène, on va dire de synchronicité, une sorte de prémonition avant l'heure. Et il y en a qui l'ont senti pour le Canada, mais on n'en parlera pas pendant Châlons-en-Champagne, évidemment. On n'en parlera pas. Et est-ce qu'il est difficile maintenant de recueillir des témoignages? Ce que je veux dire par là, c'est que Internet, c'est formidable, ça nous permet d'ailleurs de faire ces émissions en direct, on a des informations un peu partout, on trouve tout et n'importe quoi, le meilleur comme le pire, ça j'enfonce des portes ouvertes, mais en même temps ces témoins, ces personnes qui aujourd'hui viennent vous voir ou que vous allez trouver, ont elles aussi lu peut-être pour certaines tout ou n'importe quoi, ou sont même passées devant sans s'en rendre compte. Je veux dire, le phénomène OVNI, on en a entendu parler au moins une fois. C'est comme pour beaucoup de personnes qui disent que les abductés, des abductés, donc les personnes dites enlevées, ces personnes-là, il est difficile maintenant de les faire témoigner parce que beaucoup de choses ont été dites, donc dans l'inconscient, il y a certaines choses qui restent. Comment faire pour savoir qu'un témoin est, totalement franc? C'est une relation humaine, comme tu nous disais, Joël, tout à l'heure, c'est d'abord ça. Moi, je dirais que dans le fond, on peut pas savoir. Si je te raconte, j'ose à peine le dire, que tout à l'heure, avant de venir,
j'ai vu passer 5 dromadaires dans le hall et que l'un d'entre eux jouait de la trompette. Je te crois, je les ai vus. T'auras beaucoup de mal, même si je fais un cinéma pas possible, tu pourras pas savoir si je te raconte des blagues ou si j'ai vraiment vu le truc. Bon, je me doute un peu de ce que tu penseras et t'auras bien raison. Mais on peut jamais savoir si ce que entre deux personnes, sauf quand il y a une relation de confiance totale, mais qu'est-ce que c'est rare. On peut jamais savoir si ce que notre interlocuteur nous dit est la vérité ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est lorsqu'un témoignage rentre vraiment dans tous les schémas de tout ce qu'on connaît, vraiment des schémas très classiques, hein, que ce soit la forme, le contact, etc. Quand on tombe sur un schéma totalement classique, est-ce qu'on ne se dit pas, un schéma populaire, voilà ce que je veux dire, est-ce qu'on ne se dit pas, là il y a mensonge? Ça arrive pas souvent. Ça. Non, ça me paraît pas être un cas très fréquent. Il y a quelque chose qui me paraît un peu réjouissant. En ufologie, tout est pas toujours réjouissant et on passe pas notre temps à rigoler. Mais là, je crois discerner un phénomène assez sympathique. Il y a, disons, une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, les gens qui faisaient de l'ufologie en France étaient un peu coupés en deux camps. Cette dichotomie est très simple, me semble-t-il, à première vue, sans rentrer dans trop de détails. Il y avait des gens qui pensaient que l'expérience OVNI avait sa source dans la personne, et puis il y avait ceux qui pensaient que la source du phénomène, le phénomène lui-même, si vous préférez, était extérieur à la personne. Bon, en d'autres termes, en caricaturant à mort, il y avait ceux qui pensaient que les témoins étaient cinglés, et puis il y avait ceux qui pensaient que les témoins étaient crédibles. Bon. Je crois qu'on peut dire que Jean-Pierre se situait plutôt dans un camp, puis moi j'étais plutôt dans l'autre. Entre-temps, il y a quand même un certain nombre d'années qui se sont écoulées, et il s'est passé des choses, et j'ai l'impression que maintenant, beaucoup de gens partagent ni l'un ni l'autre de ces points de vue, mais une sorte de troisième point de vue, qui serait que l'OVNI, que le monsieur a vu en promenant son chien, il est ni extérieur au monsieur, ni dans le monsieur. C'est plus compliqué que ça, c'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, c'est les deux à la fois. Et finalement, peut-être bien que tout le monde avait tort tout en ayant raison, en estimant pour les uns que c'était intérieur au témoin et pour les autres que c'était extérieur. Moi, je vous le dis carrément, j'ai fait longtemps de l'ufologie en estimant qu'il était évident que c'était extérieur au témoin. Bon, il y a des cas où effectivement on peut penser ça. Cela dit, c'est quand même beaucoup plus subtil et beaucoup plus compliqué, parce que je crois que ce qu'on découvre en examinant des cas comme celui que Jean-Pierre vient de nous raconter avec l'agriculteur de Scaer, avec son objet posé et son échelle de corde et puis les billards électriques à l'intérieur, à force d'examiner des cas comme ça, on s'est dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit vrai ce que dit le monsieur, non, c'est pas possible, parce que ce qu'il raconte c'est inacceptable, c'est pas possible, ça n'existe pas. Un ovni avec une échelle de corde et puis des flippers à l'intérieur, non, et puis quoi encore? Bon, c'est pas possible, donc le gars est fou. Mais par ailleurs, attention, non, il n'est pas faux du tout, il a un comportement parfaitement normal, il a un discours clair, il varie pas dans ce qu'il raconte, il a pas l'air du tout d'avoir un intérêt financier ou autre à raconter ça. Et puis en plus, il n'est pas connu dans son milieu pour être un affabulateur, donc c'est qu'il a vraiment vu le truc. Oui, mais je viens de dire que c'est pas possible, un machin comme ça n'existe pas, donc il raconte des blagues. Oui, mais je viens de dire que non, personne ne le considère dans son entourage comme racontant des blagues, donc il y a une contradiction. Si on se dit que c'est dans le témoin quel phénomène, ça tient pas la route. Si on se dit que c'est complètement extérieur au témoin, ça tient pas tellement la route non plus, parce que des ovnis avec des échelles de corde et des flippers à l'intérieur, ça fait quand même tout drôle. Donc finalement, on a affaire, me semble-t-il, à quelque chose de beaucoup plus complexe,
qui est peut-être ni carrément extérieur, ni complètement intérieur au témoin, mais quelque chose de tellement complexe que ça transcende toutes les idées qu'on peut s'en faire. Et puis finalement, dans la mesure où on est de bonne foi, parce que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, on regarde ce qui se passe, et puis on essaie de faire avec, on essaie d'appréhender, on essaie d'abord de rencontrer les témoins, on essaie d'avoir un contact satisfaisant avec eux, et puis on essaie de comprendre, mais de comprendre quelque chose qui se laisse pas comprendre, mais que finalement on est peut-être en train d'apprivoiser. Et moi je ressens, pourtant c'est pas dans mes habitudes d'éprouver des sensations agréables dans ce domaine-là, mais là je crois discerner quelque chose de plutôt encourageant. J'ai l'impression que deux opinions, enfin deux manières parfaitement antagonistes d'envisager le phénomène il y a 20 ans sont peut-être en train de se dire que finalement il y a pas mal de vérité chez ce que dit l'autre. Je trouve ça assez réconfortant. Jean-Pierre Troadec, pour faire suite à ce que vient de dire Joël Ménard, mais juste avant, le fait de récolter des témoignages et les nouvelles technologies. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un brouillage supplémentaire. Et ça nous oblige à être beaucoup plus vigilants, parce qu'effectivement, un témoin qui ne connaît pas le sujet des ovnis, aujourd'hui, ça n'existe plus, puisqu'il y a eu nombre de séries télévisées, nombre de films, que la littérature dans le domaine est quand même de plus en plus importante, malgré tout. Il y a environ 300 bouquins qui ont été publiés en langue française depuis 1950. Et puis surtout, il y a un marketing, on va dire, féroce qui se déploie, puisque on trouve dans tout un tas de magasins des gadgets, des petites soucoupes volantes, des petits aliens, ça passe du porte-clés à la tasse à café, des chaussettes avec des têtes de chaussettes, des cravates, on peut tout imaginer. Donc, et d'ailleurs dans le langage, on va dire même d'adolescents, ils parlent pas d'ovnis, ils parlent d'aliens, ils parlent de gadgets aliens. Donc effectivement, je dirais qu'il y a une sorte de culture. Alors je vais pas dire une sous-culture, mais en tout cas une culture émergente. L'extraterrestre, l'alien, ça devient quelque chose qui fait partie du paysage sur un plan un peu, on va dire, de la mythologie. Enfin, en tout cas, on dit oui, ça fait partie du paysage, mais c'est pas très sérieux. Donc, moralité de l'affaire, la plupart des gens, des témoins potentiels, sont informés de quelque chose. Donc, ça nous oblige d'autant plus à une rigueur et à une appréhension avec grande prudence, parce qu'il y a 20 ans de cela, on disait, bon, ce témoin n'est pas du tout informé de la question. Et c'était vrai. On pouvait retrouver des témoins qui n'avaient jamais rien lu sur les choses. Aujourd'hui, c'est impossible. En plus, avec Internet, fabuleux outil, mais qui possède son revers, c'est qu'effectivement on peut très très vite se documenter sur ce sujet-là. Il suffit de rentrer dans un moteur de recherche le mot OVNI ou le mot anglais UFO, et là on tombe sur des centaines de titres. Alors effectivement, ça nous oblige à une rigueur intellectuelle d'autant plus grande que les témoins sont impressionnés. Mais ce qui subsiste quand même, c'est que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'impact émotionnel, c'est ça qui permet d'appréhender un témoin. Quand on sent qu'il a vécu quelque chose et qu'il explique son aventure avec ses tripes, pour nous, c'est un élément qui s'est passé quelque chose. Il faut tenir, sans doute, été lui-même, ce témoin inconsciemment, influencé par une culture émergente sur la question, donc il faut prendre les précautions d'usage. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je reviens toujours à des principes de base, qui sont les documents officiels. Bon, en France, on a du mal à obtenir les documents officiels, les documents détenus par la gendarmerie, les documents détenus par l'armée. Bon, mais ces documents finissent à un moment donné par remonter. Il y a toujours au sein du Centre spatial de Toulouse, donc, un département qui s'occupe de la question des ovnis. Donc, tout ceci montre que, effectivement, si on n'était que dans le folklore et la science-fiction, eh bien, il y aurait plus de documents officiels. Je parle de la France, mais il y a un bon nombre d'États qui continuent à s'occuper de la chose. Le dernier État en date, c'est le Brésil, qui officiellement fait une reconnaissance de la question, en tout cas ouvre ses dossiers. Donc, moi, quelque part, si je tombe face à une interrogation, en tout cas face à un sceptique, je dis oui, mais penchez-vous, documentez-vous sur les questions officielles et sur les documents officiels qui concernent le dossier OVNI. Et à partir de là, vous verrez qu'effectivement, on est obligé d'admettre qu'il se passe quelque chose. Donc, le témoin devient plus, on va dire, plus influençable, mais il subsiste quand même par son vécu émotionnel. Alors, ne parlons pas forcément de sceptique, mais en tout cas, c'est cet ami qui est en train d'écouter la radio. Il va se dire, s'il y a des traces à Toulouse, s'il y a des traces dans différentes autorités, il va évidemment tourner les yeux vers les États-Unis, il va regarder le Brésil.
il se dit pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus, et surtout pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas aux infos, et pourquoi est-ce qu'on a caché le fait qu'il y avait un organisme français officiel qui étudiait le sujet, et pourquoi est-ce que je n'ai pas entendu parler d'un rapport qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, le rapport Cometa, qui est quand même quelque chose d'officiel, écrit par des personnes qui ont eu des grandes responsabilités. Il va se dire pourquoi est-ce que c'est sorti à je ne sais combien de milliers d'exemplaires à peine, et que personne, strictement personne n'en a parlé. On ne lui a pas caché, simplement c'était écrit en tout petit caractère, comme ce qui est écrit en caractère minuscule sur les contrats qu'on vous fait signer. La réalité, elle est pas cachée aux gens, elle est simplement quasiment impossible à discerner dans le brouhaha. Et puis, il faut voir la présentation. Tout est dans la manière. Bien souvent, des observations importantes ont été signalées par les médias sur un ton ironique et léger en très peu de temps. Je me souviens d'un exemple. Il y a eu un cas très bizarre, un peu comme celui que racontait Jean-Pierre tout à l'heure, mais complètement fou, peut-être plus fou encore. C'était justement pendant la vague de l'été 98. Ça s'est passé du côté de Charleville-Mézières. C'est une histoire assez solide apparemment, devenue, vue par beaucoup de gens. Je crois bien que c'est pendant la nuit du 10 août 98 dont je vous parlais tout à l'heure, à Charleville-Mézières. Alors c'est l'histoire absolument folle d'un ovni qui, pour simplifier, parce que l'histoire est complexe et complètement dingue, c'est un ovni qui joue de la musique et qui joue des tours aux témoins par le biais de son téléphone portable. C'est complètement dingue. Je me souviens d'avoir vu ce cas évoqué dans une émission de télévision. Je me souviens même de la chaîne, mais je le dirai pas, parce que elles sont toutes coupables de la même chose, ou presque. Le cas était évoqué très brièvement sous forme d'une interview de l'un des témoins qui était dans sa voiture. Il était en train de conduire sa voiture, et le gars qui le filmait était assis sur la place arrière droite. Et on voyait ce témoin qui racontait son histoire au son de sa voix, à l'intonation, et puis avec ce qu'on sait des ovnis depuis le temps qu'on trempe là-dedans. Moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose de drôlement intéressant, ne serait-ce que parce que ça s'était passé le 10 août 98, et qu'il était évident par ailleurs que dans des tas d'autres régions de France, ce soir-là, ça bardait. Alors, on entendait ce témoin interrogé par le journaliste de télé qui racontait très brièvement son histoire, et puis il était interrompu, et on voyait à ce moment-là une image du studio avec tous les journalistes qui se bidonnaient joyeusement. Comment voulez-vous que les gens, que le public prennent les choses au sérieux? On leur parle vaguement de quelque chose de très étrange qui s'est passé, et puis on leur montre aussitôt les gens hilars dans le studio. Terminé. Dans la conscience des gens, il n'y a plus rien, c'est une blague. Ce que tu veux dire, c'est que donc ils ne vont pas chercher à lire entre les lignes pour trouver cette vérité qui est présente. En tout cas, ces informations qui sont présentes. On peut pas demander aux gens de faire une recherche pareille. On pourra demander aux médias de faire la recherche. Il aurait fallu qu'ils aillent sur place. Apparemment, ils l'ont fait, là, puisqu'ils ont filmé le gars. On le voyait qui conduisait sa voiture pendant peut-être 20 secondes. Alors, il parlait de cette histoire de musique. C'était vraiment très étrange, mais on est habitué à ça en ufologie. Il y a ça en ufologie. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Un ovni, c'est pas toujours la gentille petite soucoupe avec la coupole et puis le trépied en dessous pour se poser. Non, le phénomène ovni, il joue avec nos nerfs. Il prend visiblement, par moments, des formes aberrantes par rapport au schéma qu'il avait respecté auparavant. Et c'est très trompeur. Et cette histoire d'ovni qui joue de la musique avec ce qu'on sait des ovnis, je suis désolé, c'est pas inconcevable. C'est irracontable, d'accord, ou quasiment irracontable, mais c'est pas inconcevable. Parce qu'au contraire, il est évident depuis longtemps que l'une des caractéristiques du phénomène, c'est de prendre des aspects complètement dingues. Et je crois qu'on parlait de ça tout à l'heure, en disant que, moi je parle souvent, enfin, il m'arrive de parler de camouflage par l'absurde. Mmh. Je crois que le phénomène prenant des apparences, tout au moins dans la conscience du témoin, ce qui en est physiquement, je ne sais pas, personne ne sait, mais dans la conscience du témoin, dans son souvenir, dans ce qu'il va restituer, il y a très souvent des détails
complètement grotesques, absurdes. Je crois qu'absurde, c'est le mot qui convient. Et l'effet pratique de ça, c'est l'absence de prise en compte à l'échelle de la société conforme à l'ampleur du phénomène. Donc je crois que le phénomène s'auto-camoufle en prenant des apparences ridicules. Et il y a des tas de gens qui tombent dans le piège au premier degré en disant tel récit comporte un détail qui est visiblement ridicule et grotesque, donc c'est bidon. Eh ben non, justement, ça c'est un piège, c'est le piège. Il faut admettre de la part de ce phénomène des traits de comportement qui paraissent grotesques. Juste pour donner un autre exemple avant de donner la parole à Jean-Pierre Troadec sur ce qui n'est pas caché mais sur ce qui n'est pas présenté, juste parlons du GIFNet qui a été créé très récemment. Kofi Annan vient en France visiter le GIFNet à Fontainebleau, il vient voir Jean-Louis Naudin et personne n'en parle, mais vraiment personne, et pourtant Kofi Annan qui vient en France visiter un organisme nouveau, c'est quelque chose d'assez important. Donc on n'a pas caché l'information, on n'en a juste pas parlé. Et du coup, beaucoup se disent on ne fait rien pour les énergies libres en France. Et non, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est européen le GIFNet, hein, c'est international. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à une déferlante médiatique. On pourrait parler du cauchemar médiatique. Il y a d'ailleurs eu un bouquin écrit par Daniel Schneiderman sur ce thème, le cauchemar médiatique, c'est-à-dire que les gens, et les gens c'est nous, sommes constamment, on va dire, bombardés, abreuvés, suralimentés par des informations de tout niveau, et effectivement ça fait que les gens saturent. Et puis d'autre part, le phénomène OVNI globalement dans son approche générale ne présente pas de danger pour la société, pour l'individu, ce qui explique que globalement on puisse s'en désintéresser. Et moi je comprends finalement les gens qui se désintéressent de la question, voire les autorités, parce qu'actuellement on est dans un système, on va dire, de guerre économique, l'endémie du chômage, les maladies qui se développent dans les pays lointains, mais qui existent quand même. Donc on va dire qu'il y a des choses beaucoup plus concrètes qui touchent les gens. Et quelque part, j'allais dire que l'ufologie, et les ufologues le vivent un peu comme ça, j'en parlais cet après-midi d'ailleurs avec Joël, c'est une sorte de luxe que nous, on a bien voulu se payer, parce que finalement, je trouve que c'est quand même un sacré luxe de se pencher sur cette question des ovnis, qui est un sujet absolument fondamental et qui sans doute nous entraîne vers des choses dont on n'a pas idée, mais face, on va dire, au désastre économique, simplement, parlons que du désastre économique, voire du désastre politique, mais le désastre économique, il est réel, eh bien les gens ont des préoccupations bien plus terre à terre, et c'est normal. Et effectivement, bon, moi j'ai rencontré des gens qui étaient touchés par le chômage depuis longtemps, ils disaient mais moi les ovnis je m'en fous, et moi il faut que je retrouve un travail, et bon, et effectivement donc il y a aussi, j'allais dire, bon, une déferlante médiatique tout azimut, des contraintes sociales importantes, ce qui fait que le phénomène ovni est relégué en deuxième plan. Et vis-à-vis, on va dire, des médias en général, le phénomène ovni, ça paraît complètement secondaire parce qu'il n'y a pas de danger. C'est sûr que si un jour on avait un témoin qui renversait d'autres personnes sur la chaussée parce qu'il dit je viens de voir passer une soucoupe volante ou un ovni, ça attirerait l'attention. Si on avait un crash d'ovni qui tombe sur une ville et qui fasse exploser des immeubles, ça interrogerait les gens. Mais comme le phénomène ne présente pas de danger, globalement les autorités s'en désintéressent parce qu'elles ont des urgences plus immédiates à régler, et quelque part, très honnêtement, je le comprends. Mais les ufologues sont ainsi tournés qu'il y a cette petite chose qui nous anime, et nous on continue irrémédiablement, malgré le désastre économique, malgré la déferlante médiatique, à s'intéresser à cette chose. Mais c'est vrai que s'occuper d'ufologie, quelque part, je dois le dire, c'est quand même un luxe. Bon, un luxe qu'on s'est offert, mais bon, c'est un luxe. Donc je comprends que globalement il y a un désintérêt de la question dans une tranche en tout cas de la population et au niveau de certaines autorités. Est-ce que Joël partage ce point de vue ou pas? Moi oui, je suis globalement d'accord à 99,8% avec ce que tu dis. Tout à fait. L'impression de luxe, moi je la ressens pas. Je trouve que de faire de l'ufologie c'est pas luxueux du tout. Et est-ce qu'on pourrait pas retourner le constat en disant que les gens qui se passionnent pour le football, par exemple, s'offrent un luxe sans nécessité véritable? C'est vrai. C'est peut-être pas tout à fait un luxe, les loisirs qu'on s'accorde ou le travail qu'on fait, parce que il se pourrait bien, malgré tout, qu'on travaille. Alors là, je nous envoie des fleurs, mais
Si c'est pas nous qui nous les envoyons, qui sera-ce? Il se pourrait bien qu'on fasse quelque chose d'utile, quelque chose d'historiquement utile. Il y a quelque chose qui est là, qui émerge sous des formes un petit peu difficiles à discerner, avec des aspects absurdes, déroutants à profusion. On a, j'allais dire, la bonté de s'intéresser en profondeur à la chose et d'essayer de voir ce qu'il y a derrière. En plus, on le fait dans des conditions qui, pour ce qui me concerne, n'ont rien de luxueux, bien au contraire. Donc moi, cette impression de luxe, je la ressens pas. Je crois que ce qu'on fait n'est pas futile, pas nécessairement futile, pas obligatoirement futile, peut-être, mais j'en suis pas convaincu. Il se pourrait bien qu'en fait, on fasse quelque chose de socialement utile en éveillant les gens, enfin, c'est bien prétentieux de le dire, mais puisqu'on le pense, disons-le, en essayant d'éveiller les consciences des gens à ces choses-là. Si après tout il y a quelque chose de non humain, et ça me semble quand même être le cas, qui se manifeste dans notre environnement de cette manière, il faudrait peut-être ouvrir les yeux sur cette réalité-là, et le fait d'aller... Alors là, je nous envoie encore des fleurs. Le fait d'aller en éclaireur, bon, parce que ce qu'on fait, c'est jamais que l'avant-garde de ce qui se fera dans les siècles à venir. Le fait d'affronter ça, moi, je ressens pas ça comme un luxe. Mais enfin, je comprends très bien que tu puisses le ressentir comme ça. Quand je parlais d'un luxe, c'était un luxe intellectuel, bien évidemment, parce que c'est vrai que c'est quand même prendre des risques socialement que de s'exposer en se présentant comme expert de la question, parce qu'effectivement, les ovnis, ça fait encore rigoler. Globalement, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que même si, je l'ai dit par ailleurs, ça s'est banalisé, dans une culture émergente, c'est vrai, ça fait partie du paysage, les films de science-fiction, La Guerre des Mondes qui est sortie cet été, tout ça, bon. Mais en même temps, ça continue à faire rigoler des gens qui considèrent que oui, ça peut paraître futile. Mais c'est vrai que là, je te rejoins, on ne fait pas une chose futile, on travaille sans doute pour quelque chose dont on n'a pas encore tout à fait les tenants et les aboutissants. Et puis, c'est vrai que pour un certain nombre de gens aussi, ça on l'a pas évoqué, cette question-là leur fait peur. Donc, ils préfèrent dire, nous, on ne veut pas du tout s'intéresser à ces questions-là parce que ça nous fait peur, ça nous effraie. Donc, on ne veut pas être trop bousculé dans nos appréhensions de l'inconnu. Voilà. Et en faisant ce qu'on fait, on s'expose fortement à être socialement traités comme des clowns, des zozos, des rigolos, des saltimbanques de bas étage, ce qui n'a rien de particulièrement luxueux. Moi, c'est vrai, vu comme ça, d'accord. Je me souviens que l'un des effets concrets que j'ai ressenti après le travail que j'ai fait sur le 5 novembre 90, c'est qu'une organisation ufologique extrêmement respectée a écrit dans un brillant ouvrage que les ufologues français qui prétendent que le 5 novembre 90 il y a eu autre chose qu'une rentrée de satellite sont des fanatiques, crédules et bornés. C'est écrit en toutes lettres, je crois que c'est page 297, dans un brillant ouvrage, dans le tome 1 d'un brillant ouvrage. Moi, je vois pas ce qu'il y a de luxueux à se faire traiter de fanatique. C'est le bouquin sur la vague belge de la Sobeps. Au fait, on est là pour dire la vérité. Ouais, c'est une petite. Ah oui. Il a écrit qu'on est des fanatiques crédules et bornés. Moi, je prétends que c'est pas du tout luxueux quand on fait le boulot de se faire traiter de cette manière, et je n'admettrai jamais ça. Alors, bien entendu, il est de bon ton de se laisser botter le cul de temps en temps parce que ça arrange tout le monde. Mais il y a des moments où j'ai pas envie d'accepter. Et c'est pas luxueux du tout. C'est vrai que le terme luxueux, pour moi, je l'ai interprété sous un angle purement intellectuel, mais à titre personnel. Mais cela dit, c'est vrai que on a parlé tout à l'heure, notamment du rapport Cometa. Bon, c'est un rapport qui est sorti il y a 4-5 ans, sauf si ma mémoire me trahit, qui a été écrit par des militaires de haut rang français, issus des différents corps d'armée et de la gendarmerie, qui est aussi un corps d'armée. Et ces gens-là, leur particularité, c'est qu'ils sont effectivement tombés dans le cadre de la réserve, donc ils peuvent s'exprimer, ils sont plus en activité. Donc ce rapport Cometa, effectivement, aurait pu faire l'effet d'une bombe. Il est passé relativement discret aux yeux des médias, parce que, chose très surprenante, il y a eu que quelques journaux qui s'apparentent plus aux journaux à scandale, qui ont parlé à l'époque de la sortie du rapport Cometa, un peu comme si c'était une blague de potache, alors que c'est pas du tout une blague de potache. Ce rapport est un rapport
qui a d'abord été édité par un magazine, vendu en kiosque, et ensuite qui a été édité sous forme d'un bouquin. Et dans ce rapport, effectivement, ces militaires de haut rang et certains pilotes civils constatent effectivement la réalité du phénomène et disent qu'effectivement le phénomène n'est pas du tout une plaisanterie, mais une chose tout à fait sérieuse. Donc ce rapport Cometa, pour moi, ça reste une énigme médiatique, parce que là, par contre, on n'a pas été devant le cauchemar médiatique. La déferlante, c'était tout le contraire, on n'en a pas parlé, alors que finalement, si l'équivalent avait été fait à la même époque aux États-Unis, sans doute que les médias français, globalement, en auraient rendu compte. Donc là, il y a une espèce de bizarrerie, et faire une étude sur la manière dont le rapport Cometa a été traité par les médias, à mon avis, ça vaudrait quand même son pesant d'or. Et le rapport Cometa est issu de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Enfin, tout ça, finalement, nous renvoie à des sphères. Mais on a l'impression que, quand c'est traité par ces gens-là, c'est sans doute pris au sérieux, mais dans des cercles très feutrés. Mais globalement, il ne faut pas en parler au grand public, parce que quand même, c'est pas très, faut pas partager ça avec tout le monde. Donc là, il y a une espèce de bizarrerie dans le paysage médiatique français. Mais pareil, le rapport Cometa, à la clé, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas de trafic d'argent, il n'y avait pas de scandale. Et tout ce qui n'est pas scandaleux, souvent, est passé sous silence. C'est très étrange que ce rapport serait venu directement des États-Unis, on en aurait parlé. Je pense qu'il y aurait eu un traitement, puisqu'à l'époque, quand il y a eu le rapport sur l'affaire de Roswell, il y a à peu près, il y a 4-5 ans, 96-97, où le Air Force a dit, l'affaire de Roswell, qui date de 47 aux États-Unis, on a trouvé l'explication, il s'agissait de mannequins qu'on avait balancés. Les médias français se sont fait l'écho de l'affaire, mais non pas parce qu'il s'agissait de réduire l'histoire, mais parce que d'abord, ça venait des États-Unis, donc il y avait un côté exotique. Ça aurait pu venir de Chine, mais la Chine n'étant pas une démocratie, il y a peu de choses qui viennent de là-bas, mais si c'était venu d'un autre pays que les États-Unis, on en aurait sans doute parlé, parce que tout ce qui vient de loin est souvent plus crédible. On dit que l'herbe est souvent plus verte dans le pré d'en face. Les médias français ont honte de leurs ufologues? Ils ont honte de de l'ufologie? On est dans un pays très cartésien, et puis on le voit bien aujourd'hui quand certains médias télévisuels notamment parlent des ovnis, c'est sous le côté de la blague, et il faut absolument ridiculiser soit les ufologues, soit les témoins. Parce que mais le jour où, j'allais dire, si un jour il y avait une affaire concernant le domaine OVNI où il y avait des scandales politico-financiers, et ça finalement ça pourrait arriver, là on commencerait à traiter l'affaire, on dira, là on va faire intervenir des journalistes d'investigation, les autorités vont se saisir de l'affaire, parce que ça interpellerait l'opinion, et puis il y aurait des enjeux. Et finalement, dans le domaine OVNI, globalement, en l'état actuel des choses, les enjeux, en tout cas, ne sont pas du premier degré, puisqu'il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun scandale. Il n'y a pas de scandale pour l'instant. Donc, finalement, ça paraît secondaire. Ce qui est payant, c'est le sang. Enfin, on l'a souvent dit, c'est le sang. Et c'est vrai que dans une affaire... Les médias s'intéressent aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. Voilà. Et quand il y a du scandale dans l'air, ou quand il y a des victimes, effectivement, c'est quand même vachement intéressant. Et les ovnis, il n'y a pas de mort pour l'instant. On va le souhaiter que ça reste comme ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de scandale, ou alors il faudrait qu'un groupement ufologique détourne des millions d'euros parce que pour cacher une affaire, on peut imaginer, là ça pourrait être la plume laissée à des écrivains de science-fiction, on pourrait imaginer un roman, et là effectivement ça serait intéressant. Mais globalement, pour l'instant les choses sont pas assez scandaleuses pour intéresser l'opinion. Effectivement, en France, quand on parle d'OVNI dans les médias, souvent on ne peut pas s'empêcher de parler du Canada et de Claude Voreillon, alias Raël, qui s'y trouve, comme s'il y avait encore une confusion à faire qui n'est plus faite. Alors l'affaire du mouvement raélien, effectivement, a créé beaucoup de soucis, en 2001 notamment, puisque quand ils ont prétendu avoir réussi le clonage d'un premier enfant, qui apparemment n'a jamais été prouvé, bien évidemment, là aussi, il y a eu un mélange, une confusion. Alors là, ça devenait intéressant parce que ça devenait scandaleux. On parlait du clonage, donc c'était un truc qui, sur le plan de l'éthique, était complètement dément, et puis sur un plan purement scientifique, aurait pu être une grande avancée. Et là, certains médias ont fait la confusion. Les mouvements sectaires qui s'intéressent aux ovnis, donc c'est comme les ufologues, donc on a tout mélangé. C'est pas certains médias, c'est les médias. Moi je dis certains médias parce que là on s'exprime sur un média qui reste tout à fait convenable face à tout ça. Par nous j'en connais pas beaucoup. Mais c'est vrai. Mais globalement, voilà, là l'exemple type du mouvement raélien, ça a été le fait qu'il y avait une odeur de scandale, il y avait du secret tout à fait entretenu. Alors
il y avait un enfant cloné, après on a dit non, il y en a 2, il y en a 3, où se trouve le laboratoire, on demandait l'équivalent, je crois, d'un million d'euros, enfin $1 million, donc un peu moins d'1 million d'euros, pour quelqu'un qui aurait voulu se faire cloner. Donc il y avait tous les ingrédients, il y avait le mystère, le complot, il y avait l'avancée technologique et scientifique qui dépassait l'éthique morale ou l'éthique religieuse, et puis il y avait des intérêts financiers importants. Donc on en a parlé, et tout ça finalement est retombé, parce qu'effectivement derrière cette histoire de clonage et de mouvement raélien, sauf si on nous apporte la preuve du contraire, il n'y avait qu'une opération de communication finalement, pour servir les intérêts d'un mouvement sectaire, bon, en tout cas d'un mouvement qui lui a des optiques religieuses. Donc là on est loin du domaine OVNI, puisque nous on n'a pas d'optique religieuse, mais voilà, là c'est l'exemple type. Il y avait du scandale, donc on en a parlé, puisque même le journal Le Monde, journal appréciable, a consacré 3 unes au moment de l'affaire du mouvement raélien sur cette histoire-là. C'est la première fois que dans un laps de temps si court, Le Monde consacrait 3 fois la une à cette histoire-là. Alors en soi c'était bien, parce que finalement eux avaient quand même une approche extrêmement critique, hein. Les médias se sont pas fait berner non plus par cette histoire. Mais il y a eu un cumul, une confusion entre les ovnis, les ufologues et les mouvements sectaires. Alors les mouvements sectaires, on n'en avait pas parlé, là on en parle. Effectivement, ça c'est quelque chose de très dangereux, parce que ça peut entraîner les gens, là, non plus à une étude objective, mais à un phénomène de croyance. Les ovnis ne deviennent plus un sujet intellectuel, mais un phénomène de foi. Et là, effectivement, tous les dérapages sont possibles. Jean-Pierre Troadec, Joël Ménard, on va pas tarder à terminer cette émission. Mais avant, pour cet ami, à mon avis, là c'est bon, il est partant. Hein. Il va étudier les ovnis, il va se renseigner en tout cas. Avec tout ce qu'on lui a mis, s'il réagit pas. Je crois que là, il serait difficile. Ça. Il va suivre la radio dans les journées qui viennent et toute la nuit encore pour écouter tous les débats qui ont été enregistrés lors de cette première journée. Mais si vous deviez lui conseiller un livre, peut-être, 1 ou 2 livres, mais qui évidemment il peut aller autre part, mais un livre qui peut lui permettre de débuter, surtout c'est un livre plein de références qui l'emmène vers d'autres destinations. Moi j'aurais un livre, alors on a chacun ici autour de cette table, on a produit quelques ouvrages et quelques articles, mais on va pas parler de nous, ça serait de la présomption sans nom. Moi il y a un livre, alors ça va peut-être choquer mon ami Joël ici présent, c'est le livre écrit par le psychanalyste suisse Carl Gustav Jung. Il a écrit ce livre dans les années 60, OVNI, un mythe moderne. Et quelque part ce bouquin n'est absolument pas absurde, parce que Jung ne prétendait pas dans son livre résoudre toute la problématique du phénomène OVNI. Simplement il a mis le doigt sur une dimension un peu psychologique du phénomène, et il est vrai qu'aujourd'hui on en est quand même quasiment convaincu, il y a une dimension psychologique. Donc moi j'aurais tendance à dire, lisez ce bouquin, parce que ça aussi c'est une grande découverte pour les gens. Ils disent comment Carl Gustav Jung, l'un des pères fondateurs de la psychanalyse, après Freud, élève de Freud lui-même, s'est penché sur cette question. Les gens n'en reviennent pas à dire, mais vous voyez, comme quoi il y a quand même des tenants et des aboutissants qui nous échappent. Donc moi je conseillerais de lire le livre de Jung, un mythe moderne. Ce serait une première entrée en matière. Bon, après il faudra lire autre chose, bien évidemment. Enfin, mais c'est pas ce qui va nous permettre de trouver des références avec d'autres bouquins à lire, le livre de Jung. Non, parce que Jung a fait que cet essai sur les ovnis. Après il a fait des bouquins aussi sur l'alchimie, sur d'autres sujets, mais en tout cas c'est quelque chose qui déstabilise, parce qu'on n'imagine pas qu'un des pères fondateurs de la psychanalyse moderne se soit penché sur cette question. Mais n'est-ce pas plutôt un livre, je viens de te le demander, tu me donnes une réponse et je me permets de te contredire, mais n'est-ce pas plutôt un livre à lire une fois qu'on a entendu toutes sortes d'histoires, en restant totalement neutre? N'est-ce pas un livre qui doit nous permettre de réfléchir d'une manière différente, ou mieux, ou moins bien, en tout cas avoir plus d'informations, à lire après avoir eu des bases? C'est possible. Ce qu'on peut tout simplement conseiller, mais Joël aura aussi sa réponse, c'est que bon, il suffit d'aller dans une bonne librairie et puis de prendre les derniers bouquins sortis. Bon, là aussi il faut trier, mais je pense que le fait de l'information, c'est un tri constant. Parce que les derniers bouquins, bon, mais il faut trier, mais ce qui veut dire que le fait qu'il y ait des livres qui continuent d'être publiés, ça prouve qu'il y a un certain nombre de témoignages, qu'il y a effectivement des gens qui s'intéressent à la question, puis qu'il y a des lecteurs. Donc ça prouve que le phénomène OVNI n'est absolument pas un phénomène dépassé, mais reste un sujet d'actualité. Joël Ménard, qu'est-ce qu'on peut lui dire à cet auditeur tellement sympathique qui commence à s'intéresser au sujet? Alors là, moi je suis vraiment embêté pour répondre, enfin un petit peu embêté, parce que c'est pas un livre, moi c'est une caisse de livres que j'aurais envie de lui conseiller. Hein. En citer un seul, c'est vraiment une question cruelle. Oui, bon, moi j'aurais tendance, c'est une tendance naturelle à en revenir aux faits, à en revenir à ce qui est basique.
Et alors, le livre que je lui conseillerais, c'est un livre qui est devenu quasiment introuvable maintenant. C'est pratique, ça. Bah oui, je suis désolé. Mais de toute façon, c'est une question hypothétique. C'est un livre que je lui conseillerais. Ce serait par exemple le livre de Jean Sider en 2 tomes sur la vague de 54. Un livre qui est paru chez un petit éditeur, à savoir qui a tout brûlé il y a quelques semaines, non? Ah bon? Non, pas du tout, non. C'est des éditions Ramuel. Alors c'est un livre qui était déjà pas facile de se procurer il y a quelques années et qui maintenant doit être plus difficile encore à trouver. Mais c'est un livre qui rétablit très largement la vérité sur la vague de 54, après que d'abominables mensonges aient été dits dans un livre sorti en 79 sur la question, enfin, pas sur la question, mais contre la question, un livre de mensonges intégral. Donc, je trouve que là, Jean Sider, dont je suis très loin de partager toutes les vues, a fait un travail remarquable sur un sujet capital qui est la vague de 54. J'en reviens une fois de plus aux faits de base, parce que je crois que ce qui est basique est essentiel, et que le reste, c'est le reste. Moi, je conseillerais à ce lecteur de lire, s'il peut le trouver, le livre de Jean Sider sur la vague de 54, ou bien alors, s'il ne peut pas faire autrement, de retrouver dans une bibliothèque, c'est tout simplement le livre d'Aimé Michel, Mystérieux objets célestes, également consacré à la vague de 54. Parce que n'oublions pas que notre ami qui nous écoute est censé être un novice dans ce domaine. Donc il n'y a aucun problème. Un livre écrit surtout par Aimé Michel il y a si longtemps, presque un demi-siècle maintenant, ça devrait lui convenir parfaitement et lui donner des bases. Parce qu'à un débutant, ce qu'il faut, c'est des bases. Et puis, ce débutant qui peut-être nous écoute sur Internet, moi je peux lui conseiller d'aller faire un tour de temps en temps, même tous les jours, de le mettre en favori sur le site de Jean-Jacques Ivard, le jdu.com, le journal de l'ufologie, qui recoupe beaucoup d'articles, l'actualité, et c'est fait d'une très belle manière par Jean-Jacques Ivard. Donc il suffit d'aller sur le jdu.com. C'est un bon site, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, il faut le dire. On l'a intéressé, vous croyez? Je crois qu'il va s'y mettre. Il va comprendre que le phénomène est une chose extrêmement complexe, mais qu'il y a effectivement un grand mystère derrière tout ça, donc il faut y aller, effectivement. Là, il va craquer. L'être humain est curieux par nature. Il va craquer, ouais. Il peut plus résister. D'accord. C'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup, messieurs. Bonsoir. Merci beaucoup.